Tagadak à vous mes frères et sœurs, bienvenue à bord de ce nouvel épisode de Pop Culture. Vous naviguerez en compagnie de Ordos, Salut! Chacha, Salut! Atreide Salut! et moi-même Lilith. Nous espérons que vous passerez un agréable voyage en notre compagnie. Attachez vos casques et c'est parti pour l'aventure. Alors, notre épisode d'aujourd'hui sera consacré à la nourriture, la boostify, la pitance, la mangeaille, la cuisine, la bouffe. En guise La de bonne mise en bouche. chère! Exactement. En guise de mise en bouche, nous raconterons chacun un moment de bectance ou un repas particulier qu'on affectionne et pour quelle raison. Ensuite, nous partirons sur une farandole d'utilisation de la bouffetance dans la pop culture, à savoir comment la victuaille saupoudrée d'une pincée d'exotisme s'est imposée de nos jours à travers la popularité des émissions culinaires, la tambouille comme ouverture vers d'autres civilisations et le repas comme un instant sacré, un art à la française, un lieu d'échange. Donc avant de demander votre repas particulier, je vais vous donner une définition du dictionnaire de l'Académie française de la nourriture. C'est un nom féminin issu du latin chrétien nutritura, qui signifie l'action de nourrir. Donc ça définit comme l'action de nourrir, de pouvoir à la subsistance de quelqu'un, ou l'ensemble des substances qui servent d'aliment. Voilà, c'était l'instant intello. Alors, J'aime bien les substances qui servent d'aliment. il y a les substances intellectuelles, le nourrissage intellectuel. Ah. Oui, quand tu te nourris intellectuellement en écoutant Alain Finkielkraut, par exemple. Non, ça y est, t'as Alors- déjà atteint le pot de alors c'est Godwin non. au bout de 10 minutes, même pas 3 minutes, mec, bravo. Mais il Chapeau. faudra faire un peu un jour Alain Finkielkraut et la pop culture. Non. C'est Bah antinomique. non. C'est Vraiment pas. antinomique et en même temps c'est déjà un mème. Donc tu vois, Finkielkraut? Vraiment pas. bah, il est connu par des jeunes qui sont nés en 2008, quoi. Donc c'est quand même problématique, hein. Bref, Alors, du coup, Lilith, qui commence par donner son anecdote culinaire? Eh ben, je t'ai pris toi dans le plus grand des hasards. Non, c'est Moi, pas dans vrai. le plus grand des hasards, hein. D'accord. Mais vas-y quand même. Alors, mon anecdote culinaire pop culture, ça serait... Ben, moi, ça serait les ramen de Naruto. Parce que moi, j'ai grandi avec Naruto, voilà. Je regarde le manga depuis que je suis petit. Et c'est un truc qui revient régulièrement. Donc déjà, ça m'a donné énormément envie de goûter ça, parce que bordel, qu'est-ce que ça avait l'air bon et qu'est-ce que c'est bon. Mais surtout, c'est aussi devenu un peu un symbole dans Naruto. C'est un symbole pour lui de réconfort. C'est un peu là où il se sent chez lui. C'est un peu là l'endroit où il est récompensé. La première fois, donc au tout début du manga, où il est enfin reconnu comme un élève à part entière et tout, parce qu'à la base c'est un gamin rejeté et tout ça. Son maître lui offre des nouilles chez Ichiraku, qui est donc un bol de ramen, etc. Donc il y a toute une symbolique autour de ça, et du coup, ouais, longtemps j'ai eu envie de bouffer des ramen, quand j'ai goûté, je trouvais ça genre tellement bon. Et je sais pas si c'est dû au fait que j'avais bouffé Naruto avant pendant longtemps, et donc dans ma tête ça devait être trop bon, donc ça l'était forcément. tu viens de faire le lien entre la nourriture intellectuelle, littéraire ou je sais pas, et la nourriture pour de vrai, puisque tu avais déjà bouffé Naruto. C'est très bien ça. Voilà, mais donc ouais, non, j'adore un bon bol de ramen, et même si ça prend parfois un peu de temps à préparer ou quoi que ce soit, je trouve ça super. Et dernière petite anecdote que j'ai découvert en écoutant l'une des dernières vidéos de InnoTC, qui est une chaîne sur les costumes de personnages de pop culture, qui en gros, Naruto, sur son costume, il a un genre d'escargot à moitié, un symbole d'escargot qui en fait rappelle l'un des radis utilisés dans la recette originelle des ramen. Voilà, donc d'où tout le rapport à la bouffe et tout. Voilà. Ah oui. Ah, j'avais jamais fait gaffe. Et ouais.
Trop bien. Et alors, quel est le meilleur ramen que tu aies mangé de ta vie? Est-ce que tu te rappelles de où ou les circonstances? Je pense que c'était, alors enfin, je sais pas, c'était pas vraiment des ramen, mais c'était le même genre de plat et tout. Et c'était quand j'étais en Chine, à l'aéroport, je partais en Nouvelle-Zélande et en fait, j'avais 11 heures d'attente dans l'aéroport et je pouvais pas sortir évidemment, j'étais en Chine et tout. Et ça faisait 7 heures, 8 heures que je glandais sur un banc à jouer à ma Switch et à lire, j'en pouvais plus, j'avais mal au dos, j'en avais marre, je venais de faire 11 heures de vol, j'en avais encore, 13 ou 14. Bref, j'étais loin d'être arrivé et je me suis dit, Et à mon avis, ta Switch avait plus de batterie, hein. alors ma Switch était branchée parce qu'il y avait des prises par contre. Il y avait aucun réseau social accessible, mais par contre, il y avait des prises électriques pour ma Switch, donc voilà. Et du coup, je suis allé, j'en avais marre et tout et j'ai dit: «Oh tant pis, j'attends pas, en plus la bouffe de l'avion, je sais pas comment ça va être. Tant pis, je vais manger, quoi». Et je suis allé dans un restaurant et ouais, c'était des simili ramen, si vous voulez. Et j'ai mangé mon gros bol comme ça avec une bière brune et genre j'étais tellement refait parce que juste j'en avais marre et cetera machin. Et d'ailleurs je crois que je m'en étais foutu sur mon t-shirt et donc du coup j'ai dû revoyager avec mon t-shirt et des taches de jus de ramen, sur moi. Enfin bref, ça n'allait pas du tout. et mais ouais, ce ramen là, à ce moment-là, avait des odeurs de sainteté, quoi. Donc ouais. Je sais pas si c'était le meilleur, mais vu les circonstances, je l'ai tellement apprécié, c'était assez dingue. Moi, si je peux vous donner un Bah, conseil ramen, le Ippudo à Paris, pour les Parisiens qui aiment la nourriture asiatique, le Ippudo, c'est très très bon, c'est très très bon ramen. Et sinon, il y a à Rouen, non, je sais plus comment il s'appelle déjà. J'ai oublié le nom. Sacha? Le Volamian? Le Olamian, c'est ça, à Rouen. Si vous voulez manger des très bons ramen. T'es en train d'indiquer à tout le monde que tu es à Rouen désormais. Tout le monde sait déjà que je C'est suis ça. prof. Enfin, nos 5 auditeurs savent que je suis prof. Capitale Que de la culture nutritionnelle à Rouen d'ailleurs. Voilà. Très connu pour ses ramen, puisque Rouen est très proche de la culture asiatique, puisque en fait la ville se trouve vraiment à proximité de l'Asie. Donc ça Oui, permet, oui, voilà, c'est vrai. t'aurais pu faire une escale à Rouen, en fait, que ça aurait rien changé. Non, par T'aurais eu contre, 13 heures pour aller lors de en mon prochain Nouvelle-Zélande, passage, j'espère bien qu'on ira là-bas. bien évidemment. Avec grand plaisir. Donc voilà, c'était mon anecdote, bouffe de pop culture. moi, j'ai une anecdote. Vas-y. Je crois que j'ai jamais bouffé de ramen. Non, Je vois que c'est des des pâtes, nouilles, des c'est ça, nouilles, hein, c'est des des nouilles. nouilles. Et il y a de l'eau. Non, de la soupe. Forcément. Enfin, il C'est y un a de la bouillon. Ouais, soupe. c'est de la Il y a soupe, de c'est la dans un soupe. genre de bouillon et dedans tu mets des légumes au-dessus, il y a des œufs, il y Ouais, a, du coup, j'en ai jamais mangé. Si, alors les petits vermicelles quand j'étais petit avec Attends, tu sais, les mais non, lettres. mais t'es jamais allé, comment, rue Sainte-Anne à Paris, il y a plein de restos. Bah, mec, je vis pas à Paris en fait, Mais donc t'es Tu pas allé vivais. faire une fois un higouma là-bas? bah non. Ok, il me semblait. Très bien. Enfin, je me souviens plus de tout ce que j'ai fait à Paris, mais je me Tu as souviendrai bu si beaucoup de j'avais bière, il me mangé T'as des. semble. as vu trop du. Oui, voilà, Ouais, mais pour rester dans l'alimentation. Beaucoup de bière et ouais, de burgers, il me semble. je me souviens pas d'avoir mangé des ramen, ouais. C'est pas un truc. Voilà, c'est voilà. Si jamais je passe à Rouen, hein, bon, Ouais. faudra peut-être me faire goûter. Mais après, j'ai toujours tendance à trouver que bon, c'est un bouillon, je sais pas. Bref, écoute, on verra, on verra. Bref, allez, on peut continuer. C'est vrai que là, j'ai un peu coupé le truc, Ah, mais t'as qu'à c'est nous vrai que donner les ramen, je ton connais pas. anecdote de bouffe, toi. Ah non, 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 moi je passe en dernier. Pourquoi? Je passe en dernier, je vous jauge. Et après, je vois quelle anecdote je peux sortir. Bon, bah alors c'est à toi, C'est comme Lily. Zadef qui veut pas passer à l'oral parce que du coup, il sait pas quoi dire et du coup, il va le passer en dernier. Ouais, exactement. Exactement. J'ai plusieurs anti-sèches. Et suivant. En fait, on est un podcast interactif. Si tu passes, si tu dis 4 ou 5, ce sera pas la même anecdote. Donc voilà, j'en ai plusieurs. Et je sais toujours pas laquelle je vais dire. On verra ça là. En même temps, t'avais déjà fait la blague sur la pizza au premier épisode, donc tu vois, c'est difficile, quoi, de changer. Non, la pizza joue un rôle assez fort dans ma vie, mais je peux avoir d'autres anecdotes.
Bon, alors, du coup, à moi, vu que vous m'avez désigné et que je n'ai pas choisi. Alors, moi, je vais pas prendre un plat, je vais plutôt prendre une scène, parce que j'aime bien ne pas faire comme tout le monde, hein. Dans Camelot, la série, qui passait sur M6 de Alexandre Astier, j'ai remarqué que, surtout dans les premières saisons, toutes les discussions, enfin, quasiment toutes les discussions, se déroulent autour d'une table, et en particulier autour d'un repas. Donc, contrairement à la table ronde, là où tiennent les chevaliers pour prendre des décisions diplomatiques, euh, les repas, eux, se trouvent autour d'une table rectangulaire, ce qui permet de créer des confrontations plus directes, où chacun se renvoie un peu une réplique cinglante. Donc ça change un peu de l'idée qu'avait Arthur au départ, où il dit qu'il avait choisi une table ronde pour que tout le monde soit à égalité. Là, le fait d'avoir une table rectangulaire, ça permet d'avoir un échange d'idées beaucoup plus, comme je disais, beaucoup plus dans la confrontation. Et quand on les voit manger, quand on voit les acteurs, les personnages manger, ils mangent réellement. On les voit vraiment en train de se bouffer du sauciflard, des raisins, des ce que tu veux. Et leur table est toujours extrêmement fournie. Et ça m'a toujours donné, alors on avait beau regarder cette série-là en mangeant, ça m'a toujours extrêmement donné envie de bouffer encore plus de la charcutaille. Donc voilà, c'est vraiment les scènes qui m'ont le plus marqué dans Camelot, les scènes autour de la bouffe, des repas, que ce soit avec Arthur, et ces scènes sont toujours avec Arthur. Il y a rarement une scène de bouffe sans Arthur. Mais voilà, c'est cette scène-là où on les voit manger, et je vais finir sur cette anecdote avec la célèbre phrase de Messire Caradoc, le gras c'est la vie, parce que lui au moins il se paye le luxe de pouvoir avoir 11 collations par jour. Je crois que même les hobbits ne ferait pas aussi bien. Donc voilà, mais après, un plat particulier, il y en a plein, mais comme j'ai pas su choisir, j'ai préféré prendre une scène de film. Voilà. Je vois. Bah, après, dans Camelot, il y a, bah si, il y a les scènes de peut-être de Caradoc et Perceval quand ils sont à la taverne, souvent qui sont des scènes sans Arthur du coup. Mais c'est vrai que de manière générale dans la série, la bouffe est un thème principal. C'est incarné par un des personnages qu'on voit le plus, Caradoc du coup, mais c'est quand même un sujet qui revient assez facilement dans les épisodes, etc. Enfin, c'est Et puis, moi, mon rêve, c'était de pouvoir faire le casse-croûte de 2 heures du matin, où tu vois le bon pain, qui est bon pain de campagne, bien, bien doré, bien machin, où tu prends un bon jambon cru, un bon saucisson. Ouais, ça donnait toujours envie, ça c'est clair. Cela dit, j'y pense, dans Camelot, les scènes s'exportent aussi en dehors de la table, vu que Caradoc cache un jambon, je crois, sous son oreiller. Oh oui. Ouais. Hein, et tu le vois Oh sortir oui, son il a goût. tout un garde-manger sous son oreiller, et puis il y a aussi quelques scènes dans la cuisine hein, qui sont plutôt bien, et en général également sans Arthur. Pas toujours avec lui, en tout cas. Mhm. et en plus, ça montre, c'est utilisé pour montrer, c'est dans le livre 5. Il y a toute une partie un peu des chances du royaume, etc. Machin. Et en fait, dans la table ronde, il est interdit de manger dessus pour pas l'abîmer, pas faire de taches de gras et tout. Et de toute façon, c'est pas le propos de ça. Et je crois que déjà au début du livre 5, Arthur demande à se faire livrer genre le petit déjeuner à la table ronde alors qu'il n'est pas censé manger sur la table ronde. Donc déjà c'est genre une première entorse à ce qu'il faisait le royaume de l'ogre et tout machin. Et quand après il ne reprend pas le trône, il y a un moment où Caradoc reprend le trône et où du coup tu vois les chevaliers qui bouffent à la table ronde. Et du coup, c'est aussi utilisé comme, voilà, comme un vecteur aussi pour montrer un peu la situation et l'évolution des choses. Et je trouvais ça plutôt amusant et pertinent. Effectivement. Effectivement. Et alors toi, du coup, Chacha, c'est quoi ton plat? Eh ben moi, c'est le sanglier dans Astérix et Obélix, notamment parce que, il y a une différence assez, étonnante entre les films d'animation, les tout premiers Astérix le Gaulois, et la représentation du sanglier dans les BD. Si vous revenez au tout premier Astérix le Gaulois, qui je sais pas de quand il date, mais ça doit être, les années 60-70, le choix des couleurs est assez étonnant et le sanglier ne paraît pas du tout ressembler à un sanglier. L'intérieur est violet et du coup, en fait, moi, quand j'étais petit, j'associais ça à un genre de, chou rouge, puisque, mon père nous faisait souvent, des salades de chou rouge, il adore ça donc voilà. Et je n'ai jamais si, j'ai mangé du sanglier en civet, plusieurs fois par mon grand-père qui était boucher.
mais ça m'est arrivé beaucoup plus tardivement. Et en fait, ouais, l'image que j'ai de ce sanglier d'Astérix et Obélix, c'est que à la fois dans les BD, il me semblait super intéressant, appétissant et tout. Et dans le film, je comprenais pas pourquoi est-ce que les couleurs étaient tellement différentes et ça donnait un plat qui ressemblait pas du tout à un plat appétissant. Je comprenais pas pourquoi Obélix avait l'air de complètement adorer ce truc-là, parce que ça semblait pas rôti en fait. Alors que tu me mets devant n'importe quelle représentation d'un truc qui est passé à la rôtisserie, bon bah tu vois, ça me laisse pas indifférent, même si bon, c'est pas, faut pas manger de la viande à tous les repas, et il faudrait même pas en manger du tout, mais quand même, cette figuration du sanglier est assez étonnante. Et puis par ailleurs, puisqu'on parle d'Astérix et Obélix, le repas joue aussi un rôle extrêmement important, puisqu'il y a un repas à chaque fin d'épisode. C'est l'occasion de restaurer la communauté gauloise après les belles aventures d'Astérix et Obélix. Donc si on fait le lien avec ce qu'on a dit sur Camelot et si on fait le lien avec ce que Atreyu tu as dit sur Naruto, on va pouvoir aussi évoquer cette fonction un peu du repas, en fait, du moment où l'on mange. Voilà. Et ben ça y est, on arrive au moment d'Ordos alors. Allez, Ouais, alors La pizza. limite, je vais lancer un dé. Ouais, j'aurais pu parler de la pizza. On a beaucoup vécu notre enfance avec les Tortues Ninja. Mention spéciale à Noël où j'ai encore reçu un petit jouet Tortue Ninja. C'est Alors que vrai? ça fait très très longtemps. Ouais, ah putain, Un jouet ah oui, tu collector. l'as pas vu? Un jouet collector des années 80, je pense, un truc comme ça. 90, Et 92 pour être 90, exact. 90, ça va. Ouais. Et c'est ma tortue fétiche, hein, Raphaël, que j'ai pu recevoir comme ça alors que je l'avais perdu quand j'étais C'est plus trop jeune. bien. Avec une part de pizza Donc ça y d'ailleurs que est. tu as. Ouais, avec une pizza entière, ouais, avec une pizza entière. Mais non, j'ai pas forcément envie de parler de pizza parce que c'était trop attendu. C'était trop, c'était sûr. J'attendais d'ailleurs que Cosmic, Chacha? Ouais, Chacha. C'est quoi ton C'est Chacha, C'est ouais. Chacha, OK. Ouais, non, mais parce que tu as plein de Il pseudos. me semble quand même que tous nos auditeurs, il y avait un sondage juste avant l'épisode, hein. Si vous n'y avez pas participé, c'est peut-être l'occasion de participer au prochain sondage qu'on fera avant l'épisode. Donc juste avant, tous les auditeurs, c'est-à-dire à peu près on doit être à 18 000 vues, je crois, quelque chose comme ça. Oui, au Tous moins, les oui. auditeurs voulaient que tu parles de pizza. Mhm. Et bah, je ne vais pas parler de pizza. Quelle déception. Et ah non, 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 mais c'est bien, c'est bien, c'est On va perdre l'inattendu. des auditeurs, hein. Franchement. C'est l'inattendu, c'est l'imprévu, c'est le. Tu vois, il faut aussi sortir de sa zone de confort. Après les pizzas, non, c'est intéressant. On pourra en parler plus tard dans le podcast. Non, là, je voulais parler plutôt des bouillons. Parce que tu vois, tu parlais de la viande qui était appétissante et tout dans les films. Oh là 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 là. Très bien. Moi, je voulais parler de la représentation du bouillon et notamment des légumes dans les dessins animés. Alors, ça va faire un peu général, mais on va reparler d'Astérix et notamment, donc je pense que c'est le premier dessin animé Astérix le Gaulois où tu vois Panoramix qui est en train de faire sa potion magique. Et dans son chaudron, il fait chauffer de l'eau chaude, vraiment de l'eau chaude, mais il met quelques petits légumes pour agrémenter sa potion magique. Et ça a l'air appétissant. Et c'est, tu reprends pareil quand tu vas regarder le château ambulant, le château dans le ciel, etc., où tu vas être confronté à cette grande marmite qui est en préparation. On va commencer à mettre des légumes et tout, et tous les légumes ont l'air appétissants. Alors que bah moi, quand j'étais plus petit, les légumes, c'était pas forcément le truc qui m'intéressait le plus. Et pourtant, dans les dessins animés, il y a toujours ce côté un peu arrondi, un peu, comment dire, un peu brillant. ouais, brillant, fluffy et qui donnait envie. Et du coup, quand j'étais plus petit, les bouillons, c'était quelque chose que je prenais beaucoup quand mon père faisait beaucoup de bouffe et il faisait des trucs genre pot-au-feu et tout, enfin les grands trucs qui mijotent pendant des heures. Et du coup, il me gardait toujours un petit bol de bouillon à côté parce que j'adorais ça. Et ça me faisait toujours penser à ces scènes particulières de dessins animés. Alors là, c'est vraiment le dessin animé. Je sais pas un truc en particulier, mais voilà. Donc non, pas les pizzas. Malheureusement, j'ai peut-être trop bouffé de pizza pour en parler. Mais peut-être plus tard. C'est vrai que la bouffe dans tous les Miyazaki, ça a l'air Ah, c'est incroyable. incroyable. C'est incroyable.
Ça a l'air appétissant au possible. Mais après, du coup, que ce soit toi, Ordos ou Chacha qui parlait de votre plat préféré, le lien entre les deux, je dirais, c'est que vous avez tous les deux parlé d'un plat qu'on trouve dans un dessin animé, dans une animation, donc une nourriture qui n'est pas réelle, visuellement réelle. Et donc, du coup, à chaque fois que vous avez parlé, vous avez évoqué le fait que c'était un petit peu, comment dire, un petit peu, c'était valorisé d'une façon qui était un peu irréaliste quand ça donnait envie de manger, quand tu parles du fait que la nourriture était un peu chatoyante, que Sacha disait que le sanglier était violet. J'ai pas le souvenir Mm. qu'il était violet, mais t'as sans doute raison. Non, moi non plus. L'intérieur du sanglier, Non, il est un peu rosé. ouais, bah c'est pareil. Vous êtes daltonien, non? Non. Et du coup, ouais, cette représentation de la nourriture qui est souvent un peu trompeuse dans la façon dont c'est représenté dans les mangas ou dans les dessins animés en général. Euh, Je me demandais du coup quelle était la finalité derrière. Est-ce que c'est pour après c'est toujours la même finalité d'avoir donné envie aux gens, donner envie de manger le plat que tu as sous les yeux, tu vois? Enfin, n'importe qui a envie de bouffer les plats qu'il y a dans les films de Miyazaki, ça c'est sûr et certain. C'est pour ça qu'il y a des bouquins dessus. Je pense qu'en réalité, il existe des vrais designers, des food designers. Mention spéciale à Final Fantasy XV, donc un jeu vidéo qui ne brille pas forcément par, je vais peut-être me faire taper dessus, mais par son scénar, mais par contre qui brille par la représentation des différents plats qui existent dans le jeu et qui sont vraiment alléchants, hallucinants. Je sais pas combien de thunes ils ont mis pour faire la représentation 3D des plats, mais franchement, tu baves à chaque fois. Ouais. Et, Ça va vite vieillir, je pense, mais effectivement, ouais, c'était mais tu particulièrement vois, et c'est alléchant. le fait de pouvoir avoir plusieurs plats différents dans pas mal de jeux vidéo, le fait de Ah, c'est autre chose que les sandwichs de Pokémon Violet et Écarlate, hein. ouais, mais même un bon sandwich, hein, tu sais, ça donne envie. Je pense que enfin, comme ça fait partie de quelque chose que tu passes quand même beaucoup de temps à bouffer, hein, clairement, que ce soit tout seul, que ce soit avec des amis, etc. Dans notre vie, on passe quand même beaucoup de temps à bouffer parce qu'on a la chance de pouvoir bouffer. Faut pas l'oublier non plus, mais euh, je pense que du coup, quand tu dois retranscrire quelque chose dans une œuvre, bah, en fait, tu vas essayer de le faire le plus alléchant possible. Nous, on se souvient donc des dessins animés avec ces représentations très alléchantes. On se souvient là, je parlais d'un jeu vidéo, mais tu vois, quand tu vois les premières natures mortes, c'était quoi? C'était 17e où ils représentaient les banquets, les banquets de la façon propre possible, avec une table avec énormément de mets différents, etc. Des mets exotiques, hein, puisqu'à l'époque, on n'avait pas des oranges en décembre comme là, mais il y a toujours eu cette recherche du côté alléchant, quand tu commences à représenter de la nourriture, faut que tu fasses saliver celui qui la regarde, en fait. C'est important. Et quitte à détruire, dénaturer aussi le plat, hein, parce que la présentation réelle versus fantasme est des fois un peu différent, quoi. Bah, après, c'est ce que tu as dans la pub aussi. Dans la pub, tu peux trouver assez Ah bah oui. facilement des vidéos de gens qui expliquent comment, dans les pubs, la nourriture est préparée Mm. pour la rendre justement appétissante plutôt que vraiment telle qu'elle est préparée réellement. Genre, je sais plus, il y en a une, c'était où ils te montraient une part je sais pas, une part de gâteau sur lequel ils mettaient de la chantilly et ils te montraient qu'en fait c'était de la mousse à raser parce que la mousse à Mm. raser ne fondait pas et Mais c'est appétissant, la mousse à raser. C'est appétissant. C'est Ouais, pareil, c'est de alors la ne colle. mangez pas de mousse à raser, même si ça a l'air Oui, appétissant, non, c'est non, non, mais tu vois, pas. c'est pareil, c'est la colle pour représenter les mentales fondues quand tu ouvres ton cordon bleu. Mmh. C'est quelque chose, tu vois, t'as jamais ça, quoi. Tu ouvres ton cordon bleu, bon, le machin, il commence à couler, mais c'est pas. Et la colle, on sait tous que c'est pas bon, quoi. Donc, ouais, ouais, non. Tout dépend de ton contexte, parce que justement, la pub, c'est ce qu'elle veut te faire faire. Dans certains dessins animés et tout, et effectivement, ils veulent te représenter ça parce que c'est un moment souvent de réconfort, un peu, voilà. Mais ça peut être aussi un gros vecteur, et je vais peut-être un peu trop embrayer sur ce qu'on a prévu de dire après, mais ça peut être Mais aussi embraye, embraye. un moyen de représenter aussi la pauvreté,
de représenter le dégoût, une scène macabre. Je pense qu'on a tous l'image de l'espèce de banquet macabre avec les plats qui ressemblent plus à rien, qui sont à moitié troués, enfin pourris, la viande est pas bonne, t'as des mouches partout. Enfin voilà, il y a aussi ce truc-là. Donc en fait, selon, selon le contexte dans lequel tu es et ce que tu veux dire, ce que tu veux transmettre dans ta scène, dans ton moment, tu as plusieurs façons en fait de représenter ta nourriture et de représenter aussi par la quantité que tu mets. C'est-à-dire que des pauvres et tout machin, il y aura beaucoup moins de nourriture et le bout de pain que tu peux avoir sera important. Si tu regardes dans Matrix, quand ils sont hors de la matrice, et d'ailleurs la trilogie joue là-dessus, c'est-à-dire qu'en dehors de la matrice, ils bouffent une espèce de bouillasse qui est simplement un espèce d'agrégat d'éléments dont le corps a besoin pour être nourri, mais c'est pas de la vraie nourriture, parce que la vraie nourriture, il y en a plus vraiment dans ce monde-là, qui est complètement détruit, post-apocalyptique et tout, enfin voilà. Et à l'inverse, dans la matrice, tu retrouves notamment avec Cypher dans le premier, qui mange un steak et qui savoure la bouchée, etc., qui a la sensation de manger son steak et tout. Et donc, du coup, t'as ce rapport-là aussi au réconfort Oui, et à la dureté de la situation, quoi. la bouffe, c'est à la fois une forme ça touche immédiatement au sensible, et en même temps, là, dans ce que tu évoques comme exemple, on est sur une fonction qui est assez symbolique, hein. Tu parlais tout à l'heure que ça peut représenter une forme de richesse, d'abondance par rapport à une forme de frugalité et de pauvreté. Moi, ça me fait penser à une scène de La Ruée vers l'or de Charlie Chaplin, dans lequel il est avec un pote, enfin perdu dans les montagnes, dans un chalet. Ils ont absolument plus rien à manger et c'est une scène qui est vraiment mémorable parce que c'est mon grand-père qui me l'a montré quand j'étais tout petit. Et en fait, Charlie Chaplin se met à manger sa chaussure. Et il y a vraiment tout un enjeu de la caméra pour montrer, et même j'avais quoi, 4, 5 ans, 6 ans, je sais plus quel âge j'avais quand mon grand-père m'a montré ça, mais la chaussure donnait vraiment envie. C'était une chaussure de cuir en noir et blanc. On y met les couleurs qu'on veut. Elle est un peu fumante. Il y a ce truc là, le lacet, et voilà. Mais l'idée, c'est que derrière ça, en fait, on montre la nourriture ici, en tout cas l'espèce d'inversion, puisque c'est au lieu d'avoir un objet du quotidien qui permet de marcher, on a un objet qui est mangé. Donc l'inversion un peu du rôle de l'objet montre vraiment l'état de désespoir dans lequel se sont installés les personnages. T'as une autre scène comme ça, un peu similaire, mais moins crue, je dirais, dans La Traversée de Paris de 1956, avec Jean Gabin, Bourvil et les Dutness, qui parle du développement du marché noir pendant l'occupation en France. Et il y a une scène qui dure à peu près 4-5 minutes, où, dans un restaurant, où plusieurs personnes discutent du fait qu'ils mangent des rognons de porc. Alors avant la guerre, ils mangeaient des rognons de veau, je sais plus. Et ils expliquent à quel point les rognons de porc, c'est beaucoup moins qualitatif, c'est beaucoup moins fin que ce qu'ils mangeaient avant, et donc à quel point la guerre les a mis dans une situation de misère à manger des rognons de porc plutôt que ce qu'ils ont l'habitude de manger. Et ça traduit aussi le désœuvrement total de la guerre sur tous les aspects du quotidien, quoi. Ouais, c'est une fonction qui est assez évidente, hein, puisque en fait, la question de l'alimentation, ça a été pendant très très longtemps, et dans beaucoup de sociétés, tu l'as rappelé tout à l'heure, Ordos, c'est quand même un vrai critère, hein. La malnutrition dans le monde, elle touche encore beaucoup beaucoup de personnes, et il y a encore des gens qui mangent pas à leur faim en France, ou qui mangent mal. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais voilà, et c'est clair que dans les œuvres culturelles, il y a cet enjeu-là et cette représentation-là. Ça me fait penser, alors on s'éloigne un petit peu de la pop culture, mais à une pièce de théâtre que j'avais été voir à Paris il y a quelques années maintenant, d'une ou d'un dramaturge suédois qui s'appelait Hunger, je crois, et qui met en scène la journée d'une personne qui, en fait, passe tout son temps sur scène à évoquer sa faim et à être complètement tiraillé par celle-ci, parce qu'en fait, il ne mange quasiment rien pendant toute la pièce, et c'était assez terrible à regarder. Je dis que ça s'éloigne de la pop culture parce on était vraiment sur
un peu un truc de niche, quoi. Mais n'empêche que, voilà, l'idée était derrière. De toute façon, après, c'est vrai que la nourriture, c'est bête, mais c'est un truc qui, naturellement, genre, on a tous besoin de manger, et donc, naturellement, si tu veux toucher tout le monde avec ce que tu essaies d'évoquer avec ta nourriture, bah, ça sera beaucoup plus simple. Parce que tu sais que, par exemple, tu veux montrer la pauvreté ou quoi, comme on en parlait, c'est facile. Tu veux montrer, au contraire, que ça va bien, genre le banquet final d'Astérix dans la BD, c'est ce truc-là de dire: «Bah, ça y est, ça va mieux, c'est bon, c'est terminé, on n'en parle plus, voilà, tout le monde se régale». Ou le shawarma dans Avengers. De quoi? Ou le shawarma dans Avengers. Non, t'as pas... bah, la scène de fin du premier Avengers où en fait tu vois tous tes super-héros qui vont juste aller choper un shawarma et qui mangent simplement un shawarma. C'est une scène post-générique où Ouais. ils mangent dans un restaurant qui est complètement délabré parce qu'ils viennent de tout faire. Ah, c'est le nom du restaurant, OK. Parce que Non, je sais non, pas, c'est... non, c'est non? pas. Un shawarma, c'est quoi? Je connais pas. c'est un... Je vais dire, c'est un wrap, quoi. Enfin, c'est un wrap. Allez, Mais, boum! Eh ben, peut-être. Eh ben, Ah, tu vois, je me coucherai moins bête et je goûterai une prochaine fois ça. C'est un kebab libanais, en gros. Ouais, Ok. c'est une roulade à base de viande de kebab cuite sur broche verticale agrémentée de légumes et de sauce. Le Et kebab. moi, je dis ça comme ça au pif, hein. Je l'ai pas du tout lu, hein. Mais, mais ouais, et tu les vois manger, ils parlent pas et ils mangent juste. Et la scène est vraiment drôle pour le coup. Non, mais ouais, voilà, c'est un truc où, du coup, tu peux t'en servir n'importe où, que ce soit en littérature, en BD, en dessin animé, en film, oui, mais ça a été utilisé même dans le jeu vidéo ou je pense dans la peinture et autres, pour représenter ce que tu veux, en fait. Et c'est un truc sur lequel tu vas avoir forcément au moins une partie de ta population, enfin de ton public, qui va s'y identifier, qui va s'y retrouver. Beh, il y a quand même des interdits, enfin, culturellement parlant, il y a quand même des choses qui sont associées à la bouffe, hein. Ça peut permettre, de créer, enfin, de rappeler une forme d'identité. Par exemple, quand je pense au terroir, il y a des interdits religieux qui sont posés sur certaines bouffes, donc forcément, ça a un sens. Et puis la lecture va être un petit peu différente, en fait, en fonction des parties du monde. Qu'est-ce que t'appelles la lecture peut être différente en fonction des parties du monde? Bah, c'est clair que, si je te montre un film français, tu vas avoir, par exemple, une bouteille de vin dans un film français va être quelque chose que peut-être tu vas avoir sur toutes les tables. Alors que quand tu regardes par exemple le manga Noir, qui est un manga dont l'action principale se passe en France, à Paris, l'héroïne, elle a toujours sa petite baguette de pain avec elle. Il y a la petite bouteille de vin. Je suis pas sûr qu'il y ait la bouteille de vin dans le manga, mais en tout cas, la bouteille de vin, ça évoque immédiatement la France pour d'autres endroits du monde. Et donc forcément, là, la nourriture va avoir une lecture différente en fonction de si si tu en as un accès immédiat chez toi ou pas, quoi. Ouais, dans Noir, il y a complètement la bouteille de vin et il y a même une partie de l'histoire qui se passe, je crois que c'est en Sicile, Ah. justement, dans un vignoble et tout, machin. Et pourtant, malgré tu parlais du terroir et de dire, il y a certains endroits tu n'as pas accès à telle ou telle nourriture. Et pourtant, il y a des nourritures qui ont su s'imposer dans le monde entier. Et notamment, bah, par exemple, je vais reparler de la pizza, qui mine de rien, à la base vient d'Italie et qui maintenant se trouve dans de nombreux pays, pas que dans les pays occidentaux, mais aussi dans d'autres pays, et qui a su être adapté suivant les pays et suivant les différentes cultures. Il y a eu d'autres choses aussi, et notamment c'est aussi au début des années 80, début 70 peut-être, que les nourritures sont devenues des marques à part entière. Et là, je vais embrayer forcément sur les grands groupes de bouffe, que ce soit du McDo, du Burger King, du Coca-Cola ou autre, que tu vas retrouver en fait n'importe où, dans n'importe quelle partie du monde, et qui font partie un peu de cette pop culture malgré nous, en fait.
parce que par leur pub, par leur mondialisation, ils ont imposé un critère de ce qui est bon, en fait, ce qui doit être bon pour les gens. Et, euh, et c'est assez fou de voir ça, en fait. Et comment ils ont pu adapter dans chaque territoire, en fait, adapter leurs recettes en ayant toujours un peu les mêmes standards de ce que doit être leur produit. Alors, adapter leur recette, je parle pas de Coca-Cola, parce que je pense que Coca-Cola, il est un peu pareil dans de nombreux pays, mais Tu parles par exemple des burgers, par exemple le Mac Raclette qu'il y a à Noël, ouais, c'est ça. Mac Baguette, pardon. On en parlait justement on parlait de ça en off juste avant. Moi, je viens de regarder du Emily in Paris. Bon, parce que c'est Emily qui va à Paris, ok. Donc, c'est une série Netflix qui parle d'une Américaine qui va à Paris et qui trouve que tout est formidable, etc. Et tu as tout un Elle épisode s'appelle Émilie. et qui s'appelle Emily, effectivement, qui est la fille de Phil Collins. Philippe Collin. Philippe Collin, très bien. Mais après, c'est elle-même, hein, je veux dire, c'est pas non plus, elle est pas, son identité ne vient pas de son père. Mais en tout cas, donc dans ce truc-là, elle arrive à Paris, etc. Et il y a du placement de produits à gogo, et notamment euh, McDonald's, où on te dit McDonald's en France c'est raffiné, McDonald's on va faire des McBaguettes, etc. Et ça montre à quel point à chaque fois McDonald's veut toujours essayer de s'adapter au pays et de machin, mais pourtant ils sont là, ils sont tous présents, et que le Big Mac il est partout, et que en fait le burger est devenu quelque chose que tu vas représenter un burger, tu vas représenter une pizza, tu vas représenter peut-être pas le shawarma, parce que du coup Atreide, tu connaissais pas, mais tu vas représenter ces plats là. Il y a beaucoup de personnes dans le monde vont être capables de comprendre ce que c'est. Oui, bah ça, c'est particulièrement dû à l'américanisation du monde, on va dire, après la Oui. Seconde Guerre mondiale, où effectivement, ils Mm. ont réussi à, euh, à imposer par leur soft power leur chaîne. Et comme c'est un pays hyper capitaliste et tout ça, en fait, en France, on va avoir une brasserie, un resto, machin, un truc. Eux étaient déjà dans cette logique d'avoir des magasins franchisés et donc du coup Bah oui, c'est d'imposer ça. ça et d'étaler ça et d'imposer la marque plus que de créer des magasins à burger. Leur but, c'était pas d'implanter le burger en France, C'est c'était ça. d'importer le McDonald's. C'est ça, parce que tu aurais pu avoir simplement le burger qui est connu dans le monde entier, etc. Mais n'empêche que c'est venu à travers une marque. Pas du tout le cas, par exemple, du vin, où le vin, en fait, il n'y a pas une marque qui s'est dit on va exporter du vin un peu partout, puisque c'est quelque chose de plus ancien. On oublie presque que l'hamburger, ça vient pas des États-Unis, tu vois. Donc c'est assez impressionnant de voir à quel point on peut s'approprier des choses qui finalement à la base c'est juste une recette de bouffe, quoi. Et pourtant c'est approprié par une marque, par quelque chose, tu vois. Tu pourrais sortir un resto et vouloir faire un hamburger à 2 étages, etc., que tu pourrais te faire poursuivre, alors qu'en fait voilà, normalement les recettes appartiennent à tous, quoi. Petite anecdote autour de McDonald's, si jamais vous voulez voir un bon film sur la création de McDonald's, ou plutôt le vol de l'idée de McDonald's, regardez The Founder, un film de 2016 réalisé par John Lee Hancock, avec Michael Keaton dans le rôle de Ray Kroc, et comment l'idée d'une chaîne de fast-food a été volée pour créer du coup les très célèbres McDonald's qu'on connaît maintenant. Alors l'histoire est pas tout à fait vraie par rapport à l'histoire originale. Comme tout biopic, il y a une grosse part de roman romancisation. Mais du coup, c'est un très bon film pour expliquer. Après, ça vous donne plus trop envie de bouffer McDo. Donc pendant un moment donné, j'ai eu un gros rejet de McDonald's après avoir vu le film. Mais ou Super Size Me Bah aussi. c'est bien. Super Size Me aussi, c'est un film qui peut vous dégoûter de McDo. Un vieux film de 2004, je crois, ou 2006, je sais plus. Où un mec s'est bouffé McDo pendant un mois et à quel point il en souffre pendant encore un an et demi après, où qu'il lui a fallu pour perdre le poids qu'il avait pris à cause de son expérience.
Sur cette question de franchise mondiale, hein, et sur le petit symbole du burger, en fait, effectivement, McDonald's, c'est connu absolument partout et pas le shawarma. Le shawarma, quand on en parle, on a tout de suite l'impression que ça appartient à une zone géographique particulière, mais en fait, quasiment le vin aussi, hein. Mais le burger, et notamment le Big Mac en question de McDo, ça sert en économie parce qu'il y a un truc qu'on appelle l'indice Big Mac, je sais pas si vous connaissiez. Non. Ça permet aux économistes de comparer les différents niveaux de vie dans certains pays. En fait, ils se contentent de comparer les prix des Big Mac dans différents pays de la planète et ça leur permet de pouvoir évaluer si le coût de la vie est trop cher ou pas, enfin, si les gens vivent très très fortement ou sont très riches ou si, au contraire, leur niveau de vie est assez bas. C'est l'indice Big Mac, ça a été Alors, vu le prix du Big Mac en France, je pense qu'on n'est pas trop à plaindre parce que sans déconner. Ouais, non, mais après, il y a eu une montée des prix entre le Big Ouais, Mac quand moi j'étais étudiant et le Big Mac maintenant, il y a quand même, sans ouais, vouloir c'est faire assez mon affolant. boomer, hein, mais il y a eu une évolution des prix. En tout cas, cet indice Big Mac, c'est utilisé par le magazine The Economist depuis 86 et vraiment, enfin, c'est quelque chose qui est devenu un grand classique. Mais cette nourriture-là est effectivement présente un peu partout dans la planète. Ouais, et d'ailleurs, petit truc un peu rigolo là que j'ai appris dernièrement en regardant une vidéo d'Arthur Genre, qui est un journaliste qui, je crois, est intervenu sur Quotidien, et qui a fait une vidéo en fait sur toute l'installation du parc Euro Disney, donc Disneyland Paris maintenant, à l'époque, et justement, en fait, comment ils ont dû gérer pour s'adapter au public français, en fait. Et l'un des gros trucs qui, je pense, a fait en sorte que, par exemple, McDo marche, c'est que c'était du fast-food, c'était rapide. Parce qu'en fait, en gros, quand les gens ont eu Euro Disney, donc chez Disney, on s'est dit, vas-y, c'est les Français, ça aime bien la bonne bouffe et tout, c'est culturel chez eux, il leur faut de la bonne nourriture, etc. Donc, on va investir plutôt dans les restaurants avec des trucs un peu qualitatifs, etc. Et, et à l'inverse, on va, plutôt que de faire des burgers rapides et tout machin, et par contre, ils ont interdit la vente d'alcool parce que, bah, ça, c'est leur règle de base et voilà. Et en fait, les gens il y a beaucoup de gens qui ne venaient pas, à Euro Disney à l'époque parce qu'il y avait pas d'alcool et qui râlaient parce que le service était hyper long. Alors que pour les Français, en gros, quand ils allaient à Euro Disney, ils allaient aux US et donc ils allaient manger rapidement et plutôt du hamburger, des trucs comme ça. Et du coup, c'est c'est super drôle de voir, à quel point en fait, l'appropriation culturelle et le rapport à la nourriture, peut être complètement, différent et difficile à approcher. Pareil, ils avaient pas mis autant de personnel que ce qu'il y avait besoin parce que, bah, les Français, eux, ils mangent tous à midi. À midi, ça commence à débarquer jusqu'à 14h-15h. Après, il y a plus personne. Aux US, ça se passe pas comme ça. C'est-à-dire qu'aux US, ça passe un peu toute la journée, tu as un flow constant, et parce que les gens mangent quand ils ont faim, un peu à n'importe quelle heure, et c'est beaucoup plus étalé. Nous, en France, on a ce rituel de, il y a une heure, c'est la bouffe, et après, on repart faire autre chose. Et pareil, au début, ils avaient calqué le modèle américain là-dessus, et en fait, ils se sont retrouvés avec des files d'attente de fous dans les restaurants de Disney, parce que en fait, tout le monde débarquait à midi, et donc ils étaient pas prêts, et le temps de tout faire pour tout le monde, ils avaient pas assez de monde, pas assez de four, voilà. Donc c'était super intéressant à regarder, et en termes de... Ouais, du coup, il y a une petite partie où bah, le rapport entre la bouffe, la mondialisation, le côté culturel et le rapport à Disney et tout, comment tu fais pour gérer ça face à ton public qui, justement, lui, étonnamment, s'attend à avoir de l'américain alors qu'ils étaient prêts à leur proposer bah, de la nourriture française, voilà, pour bien s'adapter à notre pays, quoi. Donc c'était une demande française aussi, c'est ça qui était rigolo, c'est que, et c'est peut-être ça qui s'est passé avec McDonald's aussi, c'est qu'en amenant, ces restaurants-là en France, les gens étaient contents d'avoir autre chose que du truc français. Étaient contents d'avoir de la bouffe rapide et étaient contents d'avoir, un truc différent, un truc américain et cetera. Ça donnait cette espèce d'impression de voyager à l'étranger. Et c'est pas un peu ce qu'a fait Quick aussi en essayant de reproduire le modèle américain du restaurant de fast-food? C'est possible. Parce que je sais plus d'où j'avais entendu ça, que le
créateur de Quick, au départ, avait essayé de lancer un restaurant un peu diner à l'américaine, ça n'avait pas marché. Son restaurant avait, avait coulé et il avait plus tard relancé son restaurant, enfin un autre restaurant, en prenant un modèle américain, celui de McDo, en l'adaptant, en faisant Quick. Je sais plus si c'est exactement ça ou pas, mais Ouais, c'est possible, hein. Bon, maintenant, ils sont un peu dans un sale état, Quick, mais Bah, et bizarrement, après le retour du Burger King, il y avait des pétitions pour faire en sorte que Burger King revienne en France. Maintenant, il y a des gens qui demandent à ce que Quick revienne parce qu'on en a de moins en moins. Et du coup, il y a quelques nostalgiques du Quick qui, enfin voilà, qui consacrent une partie de leur temps à militer pour ce genre de choses. c'est fou. C'est dingue. Mais donc, du coup, rassurez-vous, le podcast n'est pas une pub pour tous les fast-food. Bon, moi je voulais qu'on repasse un petit peu sur la question des symboles là, de la bouffe parce que bon, on a vu un peu, enfin, on y reviendra, je pense, sur les fast-food et sur à quel point la bouffe américaine a été un symbole de l'impérialisme américain dans le monde. Mais tout à l'heure, on parlait de la nourriture et notamment on faisait le lien entre la nourriture et la richesse. Et tu as rapidement, Atreide, je crois, évoqué la question des jeux vidéo et du coup. C'est vrai que la nourriture, en fait, elle apparaît de manière assez importante dans les jeux vidéo parce que c'est une des ressources qui est la plus exploitée. C'est un rapport immédiat, en fait, hein, et donc son exploitation est assez immédiate dans le gameplay. Donc, par exemple, ça peut incarner un score. Si je pense au tout premier jeu qui était sur les bornes d'arcade, je crois que c'est sur les Mario que tu devais avoir une des cerises ou des choses comme ça qui incarnaient des points. Mais ça, ce sera Ordos qui me contredira si je me trompe. Mais je pensais aussi à Pac-Man. Et puis pour un côté que je connais peut-être un petit peu mieux, la nourriture dans les jeux de stratégie, c'est une des ressources cruciales en fait qui permet qu'on associe évidemment avec le niveau de la population et qui est régulièrement récupérée, ramassée pour pouvoir créer de nouvelles unités, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui va se retrouver en plein milieu du gameplay, qui permet de pousser le joueur à apprendre aussi à gérer son économie, ses petites ressources. Et je sais pas ce que vous en pensez, vous, parce que j'ai fait exprès de ne pas citer Age of Empires 2 pour vous laisser la possibilité, Pepperoni pizza, on ouais, connaît, pour on vous connaît. laisser la possibilité de le faire. Donc, je vous lance sur la question nourriture et gameplay. Et je mets de côté le poulet dans Castlevania. J'en reparlerai après. c'est là dans les jeux vidéo, c'est là où le jeu vidéo rejoint un peu la réalité. Tu as besoin de te nourrir, de te recharger en peu importe l'élément culinaire qui soit pour pouvoir garder l'énergie. Parce que si tu n'as plus d'énergie, même pendant un combat, tu te nourris, tu prends bon, je sais plus, dans le dernier Assassin's Creed, dans Valhalla, je crois que tu peux cueillir des baies qui te servent de nourriture pour te recharger pendant des combats. À un moment donné, tu plus de nourriture, ben tu meurs. Donc c'est assez réaliste de ce côté-là. Mais dans les jeux vidéo, je sais plus, moi je pense aux jeux vidéo auxquels Ordos, je te voyais jouer tout le temps à un moment donné pendant l'été avec les autres amis. Comment ça s'appelle déjà? Où vous cuisinez en même temps? Ah, Overcooked. Overcooked, ouais. Oui, non, bah je devais pas jouer beaucoup parce qu'il m'énerve vite ce jeu. Mais oui, oui, c'est un jeu entier basé sur la bouffe. Là, c'est clair que il faut, tu joues à un cuistot. Ils font passer pour du gameplay le fait qu'ils aient mal codé le moteur du jeu. Bon, Ah, ça y allez, est! ça y va. Non, Ça non, mais commence! c'est assez marrant à plusieurs. Ça simule qui peut se passer dans une cuisine de façon très arcade. Et du coup, effectivement, c'est des recettes qui sont très, très standards, hein. Il va falloir faire des burgers, il va falloir faire des pizzas, il va falloir faire des pâtes. Donc des soupes aussi, ouais, effectivement, des soupes, donc couper les légumes, etc. Le jeu est de quelle nationalité? Il est de nationalité, ouais. Non, mais de laquelle? Tu Bah, sais, je parce sais qu'il me pas, je semblait sais. qu'il y avait. Il me semble qu'on a des sushis, des pizzas, des. Japonais, ouais, ce que j'allais dire. Ouais, mais Ah, enfin, on retrouve attends. le classique pensif de la nourriture qui s'est mondialisée, en fait. Alors, c'est le Est-ce que. concepteur, c'est Phil Duncan. Et Phil Duncan, il a l'air d'être américain. Mais Hmm. peut-être pas, hein. Cambridge. C'est où Cambridge? C'est en Angleterre? Bah, il est peut-être Angleterre, anglais. Cambridge. Il est peut-être anglais.
En tout cas, il parle anglais, quoi. Hein. Donc voilà. Donc c'est une équipe. Enfin, ça a l'air d'être un mec tout seul. Ah non, peut-être pas. Bref, on s'en fout. Non, mais c'est un petit studio et ils ont été assistés par la Team 17. Ah d'accord, ok. Voilà. Ok. Alors, j'ai la liste ici. Hein. A priori, on fait des pizzas, des burritos, des burgers, des cakes, des sashimi, C'est vrai des qu'on fait des smoothies, burritos. des sushis, des fish and chips et C'est vrai des qu'on fait des plats de fish and fruits. chips aussi. Mm. Et de la soupe, effectivement. Mais donc ouais, enfin ce qui est cool dans Overcooked, c'est que bon, c'est un jeu à plusieurs et tout, mais ça a un vrai côté ludique, certes pour apprendre la cuisine déjà, même si c'est très simplifié comme tu l'as dit Ordo, c'est très arcade, mais il faut couper, c'est con, mais il faut couper ses champignons, les mettre dans la casserole, pas laisser trop longtemps sinon ça brûle, il faut en remettre parce qu'il faut 3 champignons pour faire une soupe complète. Des choses comme ça. Donc c'est un truc qui t'apprend quand même ce qu'il faut faire, comment ça se passe. Et c'est un jeu qui va se baser aussi sur l'organisation que toi tu vas avoir avec ton équipe pour justement bien te répartir les tâches, les plats sans te marcher dessus et tout. Donc c'est un peu stressant et tout. Mais c'est un vrai côté jeu ludique pour apprendre à s'organiser et à coopérer avec les personnes avec qui tu joues. Et là-dessus, c'est plutôt très réussi, quand bien même le jeu est un petit jeu indépendant qui a des petites faiblesses de moteur ou quoi, des petites imprécisions par moments qui sont frustrantes, mais dans l'ensemble, ça reste un jeu qui marche bien et ouais, et qui a su faire quelque chose de la cuisine pour faire un jeu qui est à la fois fun et à la fois un peu ludique pour le travail en équipe, etc. Et ouais, c'est plutôt un chouette exemple de ça. Mm. Et je voulais revenir sur ce que tu disais, Lily, tout à l'heure. En fait, la bouffe, en général, dans le jeu vidéo, elle a pris plusieurs formes. Bon, comme on l'a vu, ça peut être le centre du jeu même, mais c'est aussi un truc qui soit a servi pour se recharger ses points de vie, etc., machin. C'était aussi quelque chose qui servait tout simplement à grappiller des scores. Tout simplement, il y a beaucoup de jeux où en fait aller chercher la banane qui traîne en haut ou quoi que ce soit te rajoute 200 points en plus. Et à l'époque des bornes arcade, bah, c'est ça qui peut te faire te différencier des autres sur ton score final. Oui. Et, euh, et c'est également, enfin, ça a été aussi un truc pour le challenge des gens. C'est-à-dire que je pense que c'est un peu l'héritage de ce truc-là des bornes d'arcade. Mais par exemple, dans Céleste, tu as le jeu normal où en fait c'est une succession de petits tableaux de plateforme en 2D dans lequel il faut réussir à franchir avec les bons timings et tout. Et le jeu t'ajoute des fraises que tu peux récupérer par-ci par-là et qui sont souvent difficiles d'accès. Et c'est absolument pas obligatoire, ça ne sert à rien. Mais toi, si tu as envie, tu peux te donner ce challenge d'aller chercher les fraises qui vont être bien planquées ou bien difficiles à trouver. Et du coup, à travers ça, en fait, c'est un vrai le côté aliment et tout machin est en fait simplement une espèce de carotte pour te dire, pour te LOL, challenger. très bonne blague. T'as vu ça un peu? Mais non, mais c'est aussi une vraie carotte pour te challenger et te forcer à, enfin te forcer non, parce qu'il y a pas d'obligation, mais si tu es joueur et cetera et que tu as envie d'aller plus loin et d'être plus exigeant avec toi-même, bah, de te dépasser un peu pour collectionner ça aussi, quoi. Est-ce qu'elle a l'air appétissante, cette fraise? Parce que quand même, il y a un rapport à... Oui, elle est toute J'ai mignonne. Comme tout dans Céleste, c'est tout mignon. j'ai pas encore trouvé Non, pas tout dans de... Céleste, non, il y a des trucs flippants. J'ai pas encore trouvé de jeu vidéo dans lequel on est le même chose que ce qu'on a dit au tout début de l'épisode, c'est-à-dire que on a de la bouffe dans certains médias qui nous paraît complètement, enfin, qui nous fait saliver rien à y penser. Mais voilà, moi quand je joue à Castlevania et que je trouve un poulet dans un mur pour regagner ma santé, bon, j'ai pas envie de manger du poulet sur le moment, j'ai l'impression qu'il est pas cuit, il est un peu en pixel 2D. Bon, c'est pas terrible. Quand je joue à Elex 2, parce que le 2 est sorti, euh, et que je chope des barres alimentaires, des choses comme ça, je suis pas complètement intéressé par cette bouffe-là. C'est parce qu'à ce moment-là, je pense que la nourriture a un but survivaliste et pas un but Ouais. de satiété. Enfin, le but à ce moment-là, c'est de recharger ton énergie et ça n'a pas une fonction de plaisir.
comme la nourriture que tu consommes à un temps donné. Bah, effectivement, quand tu joues, par exemple, tu la manges pas, tu vas pas manger ta nourriture, donc de toute façon, ça serait compliqué. Par contre, il y a et j'étais obligé sur un épisode sur la bouffe d'en parler, mais il y a une licence de jeu vidéo sur lequel la bouffe est un truc primordial, c'est Monster Hunter. Où en fait, donc c'est un jeu où il faut aller chasser des monstres. Voilà, un jeu d'action en 3D où tout le concept c'est d'aller chercher un monstre et puis tu vas le chasser. Donc il y a différentes armes, tu peux poser des pièges, des choses comme ça, machin truc. Il faut que tu te forges tes propres armes, tes propres armures. Et en fait, une fois que tu l'as battu, bah, tu vas récupérer des parties de lui. Donc sa viande va te servir pour éventuellement te débloquer de nouveaux plats qui te fileront plus de bonus de stats. Et les parties que tu vas trouver sur lui et tout machin vont servir à avoir des armures, des armes et tout. Et du coup, tu vas pouvoir aller chasser un monstre plus gros et ainsi de suite. Et en fait, du coup, il y a tout un rapport où avant la chasse, tu vas te nourrir pour te booster, pour pouvoir tenir la chasse. Et c'est quelque chose où, bah, effectivement, à chaque fois, tout ça donne lieu à une petite cinématique toujours très sympa, qui donne très très faim et où tu vois le plat est bien mis en évidence et tout, machin, quoi que ce soit. Et ouais, ça c'est un vrai c'est un vrai rituel, de manger avant d'aller chasser quand tu joues à Monster Hunter, quoi. Oui, Ordos, tu avais parlé de FF15, toi, tout à l'heure, effectivement, je Ouais. m'excuse de ça. Voilà. Ouais, bah non, non, mais écoute. Après, moi, enfin, là, tu parlais de Monster Hunter. C'est vrai qu'il y avait eu aussi, quand tu as eu le début des MMORPG, où en fait, il fallait avoir des compétences et des stats qui augmentent dans un peu n'importe quoi. Pour augmenter tes stats, etc. C'est vrai que la compétence cuisine a été vite mise au goût du jour. Et notamment, moi je vais parler de quelque chose que je connais, donc de World of Warcraft, où du coup tu pouvais monter en cuisine et tu pouvais avoir les recettes en fait, les recettes d'artisanat sont en fait des recettes de cuisine que tu peux faire, etc. D'où les produits dérivés où en fait tu peux faire des livres de recettes sur tes jeux préférés. Ça devient aussi un mode des produits dérivés qui peuvent être vendus à nous qui aimons la pop culture, puisque refaire un plat emblématique d'un film ou un plat emblématique d'un jeu vidéo, tout, c'est quelque chose qui est alléchant. Ça, c'est toujours, enfin, c'est quelque chose qui est devenu très standard maintenant. Par contre, il y a un truc sur lequel je veux revenir, et notamment, c'est sur le côté, enfin, surtout dans les productions occidentales, on va dire, tu as souvent la cuisine dans les jeux, etc., sont associés vraiment à un régime particulier. Et, euh, et notamment, je me souviens que je jouais à une époque avec une amie qui était végane et qui avait dit, mais dans World of Warcraft, en fait, je peux pas faire de plat vegan. Toutes les recettes de cuisine, etc., elles ont forcément de la viande, etc. Alors c'est peut-être un peu barré ou je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a quand même un standard qui est posé dans tous ces jeux-là en disant bah tiens on va suivre telle recette qui sont tout de même enfin, qui dépendent d'un régime particulier. Et il y en a un qui fait, en tout cas que je connais, qui fait une différence, c'est Dead Cells, qui est un jeu français et qui est un jeu de plateforme où en fait c'est pareil que Castlevania, etc. C'est des bouts de bouffe que tu vas avoir pour récupérer de la vie. Et en fait, tout simplement, dans les settings, tu peux choisir le type de bouffe que tu veux. Et C'est trop bien ça. ça peut être J'avais pas fait gaffe. un légume, ça peut être un poulet, ça peut être n'importe quoi en fait. Et donc si toi t'es pas à l'aise en te disant bah en fait je me mets à fond dans le jeu et en fait bah, bouffer un poulet ça me tente pas. Et bah du coup tu peux manger un petit légume et en fait tout le monde est content et ça mange pas de pain Bah, finalement. Donc c'est pareil. et Dans donc et Breath of donc the Wild, tu peux le faire. Parce que dans oui oui Breath of the oui. Wild, moi je chassais pas, parce que je trouvais ça chiant. Et du coup, au final, j'ai genre très rarement fait des plats avec de la viande dedans. Mais en tout cas, n'empêche que dans tous ces jeux-là, mine de rien, qu'ils soient fantastiques, dans un autre monde, etc., machin, c'est quand même des plats qui vont revenir, qui vont ressembler un peu à ce qu'on fait actuellement, en fait. Tu vois, tu vas toujours avoir le curry, le bouillon, le sandwich. Il y a pas, on va pas trop s'éloigner de ce qu'on connaît réellement, en fait, dans la bouffe. Sauf, sauf dans la science-fiction, en fait.
sauf dans les science-fiction un peu éloignées, et notamment plutôt dans les années 70, je dirais. Je sais pas si tu vois où je veux en venir. T'as un exemple de la science-fiction? Ouais, j'ai j'ai un exemple, bien sûr. En fait, bah, par exemple, en fait, faut savoir que dans les années 70, donc on parle encore du côté américain, mais c'était un peu l'avènement des édulcorants, en fait, du côté coloré des choses, et notamment des bonbons qui étaient décolorés de toutes sortes. Tu avais les M&M's, tu avais tout ça. Et quand tu faisais de la bouffe futuriste, généralement, tu mettais de la couleur. On va reprendre, je vous avais envoyé une image de Star Trek. C'est donc vraiment la Star Trek, la série, la première série qui date des années 60, je crois, un truc comme ça. Où en fait, épisode 1, saison 2, tu as un grand repas d'ambassadeurs, etc., qui viennent à bord de l'Enterprise, donc le grand vaisseau. Et c'est que des petits cubes de gelée dégueulasses, mais qui sont de plein de couleurs différentes. Et on te dit que c'est des mets Ça, raffinés. ça a l'air Il y a pas que horrible. ça, il y a les nouilles je crois dans Star Wars, des nouilles bleues, quelque chose qui est De toute façon, dans Star c'est Wars, tout est souvent bleu. Les nouilles sont bleues, les céréales sont bleues, le lait non, est mais tu bleu. vois, c'est souvent qu'on va C'est vrai, associer la il y a des couleur, en tout céréales cas à bleues cette époque. dans le dernier Andorre. Ouais, c'est ça, on va associer la couleur, qui est pas naturelle à un aliment qui est censé être naturel, une carotte, un poireau, et cetera. Et pour te dire: «Attention, on est dans l'espace, attention, on est dans la science-fiction», et cetera. Et ben, en fait, on va associer une couleur anormale à un aliment qui nous paraît naturel. Et donc je voulais revenir un peu là-dessus, parce que ça a complètement changé, parce que tu vois, tu en parlais, juste avant, Atreide, sur le fait que, bah, c'est de la bouillie, par exemple, dans Matrix. On est complètement revenu à ça. On est complètement revenu à, non, mais en fait, enfin, je me souviens pas d'un film de SF récent que j'ai vu où c'était pas de la bouillie ou des nutriments, parce il fallait nourrir le corps. Alors qu'avant, c'était vraiment une explosion de couleurs. On te disait: «Ah, c'est des mets qui sont exotiques, qui viennent de telle ou telle planète, etc.» Et c'est quelque chose qu'on a un peu perdu, en fait, au fur et à mesure des années. Après, dans Matrix, je pense que c'est particulièrement lié à son contexte aussi. Oui, bien sûr. Pour en revenir un peu à la bouffe, c'est vrai que bah, sur Star Wars notamment, ça a été un gros sujet. C'est-à-dire que dans Star Wars, en fait, on a très peu de scènes de bouffe. Si on y réfléchit, en tout cas avant l'ère Disney, on va dire, des scènes de bouffe, on a la scène de Luke où il boit du lait bleu. Mm. Et on a peut-être dans l'épisode 2, Anakin qui fait sa scène là où il envoie l'espèce de qui ressemble drôlement à une poire normale à Padmé là dans leur romance dégueulasse là. Et genre sinon c'est assez peu et donc je pense que chez Disney ça s'est pas mal posé la question de comment on fait de la bouffe dans Star Wars quoi. Bah, ils mettent tout en bleu et puis c'est marrant. Voilà. Ils ne se sont pas posé la question, je crois. Mais le côté bouffe colorée, c'est une question aussi qui s'est posée dans Hook, le film de Steven Spielberg de 91, où Mm. quand Peter Pan revient sur le pays imaginaire, pardon, avec les enfants perdus, la scène commence avec des enfants qui ont l'air de manger du vide. Et Peter demande: «Mais comment est-ce que vous mangez?» C'est puis il sort une phrase très drôle pour dire que personne n'en voudrait. Et l'enfant lui explique que c'est son imagination qui fait qu'il mange. Donc il doit imaginer très fort qu'il est en train de manger. Et à partir du moment où Peter développe son imagination, donc revient dans l'enfance, il y a de la nourriture qui apparaît. Et la nourriture est justement extrêmement colorée. Elle est turquoise, rouge, bleu, jaune, verte, rose, enfin des couleurs qui sont pas très naturelles. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement la nourriture devient à la fois un vecteur d'enfance, avec cette image, ces couleurs chatoyantes et très colorées qu'on peut retrouver sur des bonbons, parce que pas de la nourriture jaune, il y en a pas beaucoup, rose non plus. Et donc, ils avaient expliqué, enfin, pas Spielberg, mais en tout cas ceux qui ont travaillé sur le film avaient expliqué que c'était très compliqué à créer cette scène, parce qu'ils ne se voyaient pas mettre des aliments réels. Donc ils étaient obligés de créer des aliments à partir de matières. Enfin, ils ne pouvaient pas utiliser de colorant alimentaire, donc ils ont, pour des raisons, je crois, d'allergie. Et ils ont été obligés de créer des aliments en pâte, de je sais plus quoi, et ça a quand même coûté 50 000 $ à le créer. Donc mais ouais, du coup, c'est le fait d'avoir de la nourriture qui soit chatoyante, et très colorée, ça rappelle, enfin dans cet épisode-là, en tout cas, ça rappelle, l'imaginaire et l'enfance, enfin, en tout cas un peu l'innocence de la nourriture, enfin de la vision qu'on a face à la nourriture quand on est enfant.
Ça, je trouvais ça assez mignon. Mm. Puis on a tous mangé des dragibus, hein, mine de Mm. rien. Alors, ça me fait, sur les si vous me permettez une toute petite anecdote, à vous transmettre. Sur la question des couleurs, en fait, il y a, bon, de plus en plus, vous le savez, de gens qui ont des comptes Instagram, et qui prennent en photo, ce qu'ils mangent, leur nourriture. Enfin, il y a tout un trending quand même dont on n'a pas du tout parlé et qui pourtant donne un sens, pop culturel à la bouffe. Et notamment, sur les couleurs, eh bien, sachez que depuis 2017, l'entreprise américaine agroalimentaire Del Monte a utilisé ces traitements, comment est-ce qu'on appelle ça? Ces traitements génétiques peut-être? Pour modifier l'ananas et y intégrer dans ces tissus du lycopène, qu'on trouve dans les tomates et les pastèques. Et en fait, du coup, ça fait que l'ananas, il est tout rose. Et ça, eh ben, ça plaît énormément aux consommateurs. Même Voilà. l'extérieur, même la. Non, c'est l'intérieur qui est tout rose. Ça s'appelle une goyave. Alors, ça par contre, les greffes de fruits comme ça, c'est pas nouveau du tout. Mm. Et t'en as pas mal en fait. T'as pas mal de fruits comme ça, notamment, genre par exemple les tomates et tout. Il y a différentes variétés, certaines naturelles, certaines dues à des greffes. Où du coup on a des changements de couleur et tout qui permet justement aussi de changer un peu le goût, la texture et de faire évoluer un peu le fruit. Donc ça c'est Oui, Ah bah, tout comme le saumon est pas censé être rose pétant comme il l'est dans nos assiettes, hein. ni le jambon, ça c'est clair. Oui. Oui, Mais carrément. comme la carotte à la base n'était pas orange. Et comme quoi, il y a un lien avec la taxe rose et les aliments roses. la taxe rose. La taxe rose, c'est la taxe que payent les femmes, enfin, c'est le coût supplémentaire que payent les femmes sur leurs produits. Donc, par exemple, tu verras. Ah, pour un produit équivalent. Mhm, Ok, c'est ça la taxe rose. d'accord. Ou par exemple, le fait que les Mm. tampons ou les protections hygiéniques soient pas remboursés, alors que si c'était des hommes qui avaient leurs règles, il y aurait déjà 3 jours de congé par mois à cause de leurs règles. Je vois. Ou alors une carte à gratter pour savoir si c'est un garçon ou une fille, un nouveau bébé. Mm, Et si c'est une fille, ça coûte plus cher. mm, Ouais, je vois bien ce que tu veux dire. Ouais. mm. La fameuse carte qui vaut 1,25 € si c'est un garçon et 2 € si c'est une fille. Mm. Tiens, Yes. Yes. paye-toi l'aider avant ta naissance. Non mais ouais, du coup, l'esthétisation de la nourriture, c'est vrai qu'elle a été vachement mise en avant depuis, on va dire, je sais pas, peut-être l'avènement des réseaux sociaux. Quand tu vois sur Instagram avec les fils que tu peux mettre sur ta nourriture, enfin, quand tu prends une photo et le fait aussi qu'il y ait plein de gens qui ont commencé à prendre en photo, ce qu'ils mangeaient au restaurant, eux, ou ce qu'ils avaient fait ou ce qu'ils avaient fait. Ou, par exemple, c'est aussi vachement développé pendant le confinement quand les gens ont commencé à poster, tout ce qu'ils cuisinaient, Ah, ils avaient le temps. Ils avaient le temps et ils avaient rien d'autre à les faire. gens ont découvert comment faire du pain. Très cool, très C'est cool. formidable. Mais, oui, il y a cet événement avec les réseaux sociaux, le fait de mettre en avant un produit culinaire, c'est devenu aussi hype et aussi parfois aussi cher que la mode, j'imagine. C'est devenu un symbole Bah, de raffinement, de luxe, un peu glamour, quoi. C'est devenu une tendance, au-delà de du raffinement ou quoi, c'est surtout je vais utiliser un terme anglais très pompeux et beaucoup trop utilisé aujourd'hui, mais un genre de truc de lifestyle en fait, où notamment sur Instagram et tout, ça va avec ce truc-là de bah, t'as vu, je vis, je voyage, machin, je truc. Et donc du coup, tu vas montrer bah, les plats que tu manges et tout. Les Instagrammeurs et grammeuses plutôt otaku vous montrez pas mal de plats d'origine asiatique, un peu, etc. Machin. Enfin, c'est aussi ça que ça montre, quoi. C'est au-delà du raffinement ou quoi, ça va montrer plus une façon de vivre et les plats vers lesquels tu vas montrer de l'intérêt selon ce que toi tu revendiques quand tu as presque ta propre marque sur Instagram avec tes millions de followers, etc. Alors, quoi. on appelle ça des foodies, des gens Mm. qui se revendiquent apprécier la bouffe. le food Et porn. ça va aussi avec le mouvement du slow food, qui est une réaction aussi au fast-food à la McDo, hein. C'est aussi peut-être ce mouvement-là, si je prends sur le long terme et si j'y vais vraiment, vraiment, vraiment avec des gros doigts pour parler du développement de McCafé. C'est des choses où on recherche dans la bouffe le plaisir que tu évoquais tout à l'heure, Lilith, et qui a poussé aussi à ce que ce rapport à la nourriture que l'on a et que l'on a à travers
prisme culturel, il ressemble pas du tout à ce que les auteurs de science-fiction qui ont fait Star Trek ou même des auteurs de science-fiction du début du XXe siècle imaginaient. Il y a, il y avait une crainte très nette dans les années 80. Je vous passe, j'avais un extrait d'un VSD de 1982 qui évoquait un petit peu la crainte du consommateur français par rapport à la, à l'industrialisation alimentaire et à la bouffe qui arriverait, enfin l'habitude culturelle qui viendrait des États-Unis. Mais clairement, ce que montrent tous ces comptes Instagram avec leur avocado toast et autres, c'est qu'il y a eu un retour, une redécouverte en tout cas de l'intérêt pour la bouffe. Oui, alors après, cet intérêt pour la bouffe, il a surtout commencé post-Seconde Guerre mondiale, parce que du coup, après les années de diète qu'ont vécu les différents pays impliqués dans la Seconde Guerre mondiale, il y a eu ce développement de nourriture parce elle a commencé à être produite en masse et de façon industrielle. Donc du coup, peu importe les populations, tout le monde consommait à peu près la même chose, vu que c'était produit de façon industrielle. Et je pense que, tu vois, le pop art, par exemple, le pop art a permis de dénoncer à la fois de dénoncer et de valoriser ce consumérisme. Parce que, tu vois, par exemple, quand tu vois Andy Warhol qui produit des tableaux avec des boîtes de soupe Campbell ou les bouteilles de Coca-Cola, c'est des aspects de la culture américaine contemporaine, des éléments de vie de tous les jours auxquels tout le monde peut se raccrocher. Donc, déjà, ça crée une première ouverture sur le monde. Et je sais plus où je voulais en venir, mais tu parlais du coup de la stratégie. Non, Je parlais de Andy Warhol. non, toi, tu avais dit quoi par rapport à quoi avant? Ah, je disais que c'est un mouvement qui est un peu un mouvement qui va à l'encontre de cette industrialisation que tu es en train de décrire. Ah oui, et du coup, voilà, c'est ce que je me rappelle de ce que je voulais dire. Du coup, tout le marketing, la nourriture, le développement de la nourriture, ça a été aussi un des fers de lance du marketing. C'est grâce à ça que le marketing a pu prospérer. C'est notamment avec la prolifération de la nourriture de masse. En dehors des équipements ménagers qu'on nous vantait après-guerre, quoi. Et les innovations technologiques. C'est vraiment un triple mouvement, quoi. C'est à la fois la nécessité de pouvoir nourrir une population toujours plus importante, donc notamment dans l'après-guerre, tu as complètement raison. Les transformations aussi du sens du repas, hein, puisque ça devenait de plus en plus... il fallait que le repas soit de plus en plus rapide et donc facile à préparer pour la ménagère, puisque quand même on est dans des années où les rôles entre hommes et femmes sont quand même un petit peu divisés. Et puis la question de la conservation, la conserve, c'est cette question-là, hein, les surgelés qui sont arrivés un petit peu après, ça accompagne un progrès technologique avec les micro-ondes, le frigo, tout ça, qui ont complètement transformé le repas. Ça, c'est... Et enfin, ça, plus tard, ça a dégénéré aussi sur l'effervescence des fast-foods et des choses comme ça. Ouais. Couplé en plus au... et ce que je vais dire, ne me portez pas atteinte pour ça, s'il vous plaît. Mais le fait que la femme ait pu libérer certains de ses droits passés a fait qu'elle a pu beaucoup plus travailler à plein temps au même titre que les hommes. Et donc, au fur et à mesure, il n'y avait plus ce truc qui était pris à l'époque de la femme cuisiner pour la famille, etc. En fait, puisque la femme et l'homme travaillaient. Mhm. À partir de ce moment, enfin les 2 personnes du couple travaillant, à partir de ce moment-là, il fallait trouver d'autres moyens de s'alimenter. Donc soit acheter de la nourriture toute faite et tout, le surgeler, les choses comme ça, soit aller manger dans des restaurants et donc potentiellement dans des restaurants, on peut manger rapidement parce que, bah, on n'a pas toujours le temps et des choses comme ça, quoi. Par rapport à ça, tu vois, il y a un truc, on va revenir sur la taxe rose, il y a un truc qui m'a toujours un peu perturbée, c'est que quand tu vas dans un restaurant, enfin, ce qui est considéré maintenant comme de la grande cuisine, c'est souvent des chefs. Des chefs et des chefs hommes. Tu vois, quand tu parles si je te demande de citer des chefs français, tu en auras plein qui viendront en tête. Par contre, si je te demande de me donner des noms de chefs femmes, il y en a Maïté. beaucoup moins. Maïté, Hélène Darroze. Moi, c'est les 2 seuls que je peux te citer maintenant. Ouais, c'est les 2 que j'avais en tête Et Voilà. aussi, ouais. Fix aussi. Après en chef, masculin, j'en ai pas beaucoup non plus, Oui, hein, mais mais tu vois, quand tu parles Gauthier Millot, tu sais que Gauthier Millot, tu sais très bien que c'est des cuisiniers français. Tu regardes Top Chef,
Top Chef, c'est des hommes. Principalement, tu as une seule femme, c'est Linda Rose. Et du coup, Mmh. Ouais, mais je connais surtout les chefs qu'on a vus passer à oui, la télé, quoi, genre Gordon Ramsay, Jamie Oliver. ce que tu veux, tu vois, mais ça s'arrête là. Mais effectivement, Et du coup, ça pose la question, ça soulève le problème, c'est que tu vois, normalement, la cuisine, on parle toujours, tu disais, on va prendre l'image traditionnelle de la femme, c'est la ménagère, enfin, la mère au foyer, la femme au Mmh. foyer qui cuisine. On sait très bien toujours que les, la nourriture est au départ faite par les femmes. Et c'est un truc qui avait choqué une fois dans Top Chef. T'as un des chefs, je sais plus lequel, les trois les plus connus, qui évoque une recette. Ah non, c'est un autre cuisinier, c'est un cuisinier un chef qui vient souvent sur leur, plateau et qui, moi, je trouvais est un vrai connard, mais je sais plus comment il s'appelle et qui évoque une recette qu'il adore et il dit: «C'est un on va l'appeler connard, connard pour, pendant le connard Top podcast, Chef» voilà. et il évoque un plat et il dit: «C'est un plat de mon enfance». Donc toujours, ramener, vers la nostalgie de l'enfance, des bons plats qu'on aime, préparés par sa grand-mère et que lui a revisité et ça pose quand même la question du fait que les plats qui, appellent à ton enfance, tu l'as aussi dans Ratatouille, hein, le critique qui veut sa ratatouille, c'est, le plat que lui faisait sa mère ou sa grand-mère, je sais plus. Donc en fait, que les plats qu'on affectionne sont des plats faits par nos mères et que des hommes se sont appropriés pour en faire un truc gastronomique et hyper, un peu luxueux et que c'est désormais plus reconnu comme une qualité chez un homme. C'est reconnu comme quelque chose de plus supérieur à partir du moment où c'est préparé par un homme que par une femme. Tu vois, quand on dit à une femme, bah, «Ta place dans la cuisine», c'est clairement une insulte, alors qu'un homme qui est en cuisine, c'est clairement Ouais. quelqu'un, on est prêt à l'applaudir parce que tu comprends, il a fait cuire des pâtes. À partir du moment où il y a une professionnalisation de, du métier, enfin, d'un coup, on estime que l'homme est supérieur. C'est dingue. C'est pareil pour la haute couture. Dans la haute couture, et pourtant, enfin, je veux dire, je pense pas que après-guerre, ce soit les hommes qui avaient un trou dans leur pantalon, qui commencent à recoudre tout ça. Alors peut-être que je me plante, hein, peut-être que c'est des clichés que j'ai, mais n'empêche que à partir du moment où on a professionnalisé ça, les noms des grands créateurs, c'est que des noms d'hommes. C'est que et donc c'est pareil pour la cuisine et bon bah on espère que ça changera bien sûr, mais en tout cas pour l'instant c'est les grands noms sont associés. Effectivement, tu parlais des chefs françaises. Il y en a, ouais, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup. Et ne serait-ce que la représentation dans Top Chef, hein, tu as une femme pour trois hommes. Ah oui, Donc, déjà, dans ça. Top Chef, le truc qui me fait souvent rire, c'est que le peu de candidates, femmes que tu as, disent à chaque fois quand elles présentent leur plat: «Oui, j'ai essayé d'apporter une touche de féminité dans mon plat». Quoi Ah la bah oui. féminité dans ton plat? Putain, tu foutu des fleurs, c'est bien, tu mis de la féminité dans ton plat, quoi. T'imagines si les mecs disaient qu'ils voulaient apporter une touche de masculinité? Ah bah, il aurait mis du charbon, Ah j'aurais mis bah du charbon, toi. Etchebest, il le dit, hein. Heu, Petite anecdote pour briller en société, vous connaissez sans doute l'économiste Adam Smith qui est un peu à l'origine de l'économie moderne, donc économiste du XVIIIe siècle et cetera et cetera. Et bien, il s'avère que, une dame qui s'appelle Catherine Marsal, je ne connais pas plus, hein, j'ai entendu ça sur, Entendez-vous l'écho sur France Q. Donc cette dame-là, qui doit être économiste elle aussi, elle a donné un exemple que j'ai beaucoup aimé. Elle a parlé du steak d'Adam Smith. En fait, Adam Smith utilise son steak comme un exemple en disant que lorsqu'il y a son steak qui se trouve à sa table, il est à sa table parce que c'est dans l'intérêt de son boucher. Parce que c'est dans l'intérêt du boucher de faire du commerce et de gagner de l'argent. Et c'est dans l'intérêt d'Adam Smith de pouvoir avoir un steak pour manger devant lui. Le truc, c'est qu'il oublie que la personne qui a mis le steak sur sa table, eh bien, en fait, c'est sa maman, puisque Adam Smith est resté pendant très longtemps enfin même toute sa vie en fait, il a vécu chez sa maman et donc c'est sa maman qui lui préparait son steak. Donc pendant qu'il écrit des trucs à lire entre hommes, en se faisant, l'apôtre de l'économie moderne, en montrant que la main invisible, elle dominait le marché, il a oublié tout simplement la main de sa mère qui a agité le couteau pour lui couper ses tranches. Voilà. Donc tu veux dire que jusqu'à ses 67 ans, l'âge de sa mort, il a vécu chez sa daronne? Oui, a priori. Tout ça se trouve Elle n'était pas morte avant. dans un livre de Catherine Marsal qui s'appelle Le dîner d'Adam Smith, mais je ne l'ai pas encore lu, il est publié aux arènes et moi je l'ai juste entendu, sur une émission sur France Q et j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce truc. Je vous lis le sous-titre quand même parce que c'est cool.
Comment le libéralisme a zappé les femmes et pourquoi c'est un gros problème. Voilà, ça s'appelle Le dîner d'Adam Smith et je pense que ça parle même de pop culture pour nous. C'est noté. Bon, alors, est-ce que vous avez d'autres choses peut-être à dire sur la bouffe et la pop culture ou est-ce que on commence à avoir un petit peu fait le Moi, j'ai tour? d'autres idées. On a pour l'instant principalement parlé de la nourriture dans son sens positif, comme quelque chose de plaisant. Moi, je voudrais quand même souligner des films, ou en tout cas des œuvres, où la nourriture était présentée plutôt de façon négative. On a par exemple Les Gremlins? les Gremlins, ne pas le nourrir après minuit. Je voulais parler de La Grande Bouffe, que j'ai jamais vu, donc c'est un film franco-italien, réalisé par Marco Ferreri en 73, où Ah. alors ça revient sur la nourriture comme image de son niveau de vie, où c'est une satire du consumérisme et de la décadence de la bourgeoisie. Souvent les films français sont quand même autour de la bourgeoisie et de la nourriture qui est assez représentative dans la bouffe française, dans le cinéma français, pardon. Et donc le film raconte, l'histoire d'un groupe d'amis qui décide de manger jusqu'à la mort, donc c'est quand même enfin je sais pas, mais le film a pas l'air franchement très glorieux. Il y a aussi, alors je pense que je peux citer, quand même Louis de Funès qui est quand même un peu le patron de la bouffe, dans le cinéma français. Quand même Louis de Funès a joué dans plusieurs films, autour de la nourriture tels que La soupe aux choux, L'œil de la cuisse ou Grand Restaurant. Donc c'est quand même un peu le number one, des films, sur la bouffe française. C'est le seul acteur français à finir dans une cuve de chewing-gum. Voilà. C'est quoi, c'est dans Rabbi Jacob ça, non? Hmm, Ouais, je sais plus. c'est dans Rabbi Jacob, je crois, oui. Il y a, aussi, Charlie et la chocolaterie que j'avais déjà évoqué, j'aime bien Oui. m'auto-référencer, où en fait la chocolaterie, derrière l'aspect, ludique et coloré telle qu'elle est présentée dans le film, on va parler du film de Tim Burton, mais en fait, la gourmandise finalement représente une certaine prison parce que tous les enfants finissent piégés par leur gourmandise et leur vantardise, donc c'est finalement, on n'a plus la nourriture comme nostalgie de l'enfance, mais plutôt comme quelque chose qu'il faudrait expandre. Il y a aussi Seven, alors on va pas trop spoiler, mais de film de 95 de David Fincher, où où en gros le meurtrier tue les gens selon les 7 péchés capitaux, où il y a un homme, un de ces meurtres, c'est un homme qui meurt étouffé dans son plat spaghetti. Il y avait aussi la nourriture dangereuse dans Blanche-Neige, quand Blanche-Neige mange la pomme empoisonnée donnée par sa Ouais, ce que marâtre. j'allais dire, le poison, c'est un trope régulier aussi des tentatives d'assassinat, etc. Même si on veut reboucler, on peut reboucler avec Astérix, par exemple, ou dans Astérix Obélix Mission Cléopâtre, ils font la potion à l'arsenic avec un gâteau empoisonné pour tuer Cléopâtre. Mm. Oui, enfin ça c'est déjà dans la BD, hein, où Bah oui, Obélix mange tout le gâteau. bah oui. T'as dit Mission Cléopâtre, c'est le film? Ah, c'est que le nom du film, c'est pas le nom de la BD, d'accord. Mais Non. non, je pensais à la BD originelle. Mm. Ah ouais. Je pensais aussi à la cervelle de singe dans Indiana Jones et le Temple maudit. Ah ouais, ça je l'avais mis de côté, je voudrais qu'on en reparle après. Mais vas-y, A vas-y. eu, des grosses critiques parce que ça présentait un peu les Indiens comme des sauvages sanguinaires, hein, c'était sympa. Autre truc plus marrant, il y a quand même American Pie de 99 ou, Mm. selon le titre québécois, Folie de graduation Ah, où, on devrait faire un jeu sur les titres québécois, les films de titres en québécois. Où, du coup, le héros principal, enfin, je sais plus si c'est le héros, ou si c'est un des persos, bref, Jim essaie de pénétrer une tarte aux pommes je depuis me la demandais si t'allais parler de la tarte aux pommes ou pas. donc voilà, il y a d'autres films comme ça, super, alors on a plutôt parlé de bouffe, on n'a pas parlé d'alcool. Il y a par exemple le film Drunk avec, Mads Mikkelsen, donc un film de 2020 de Thomas Vinterberg, où 4 ou 5, je sais plus, professeurs, danois, tentent l'expérience de boire de l'alcool pour augmenter leur capacité intellectuelle et parce qu'ils se font chier dans leur boulot. C'est bien connu, les profs se font chier au boulot et heu et du coup tentent l'expérience, de boire de l'alcool. Je crois que c'est au départ, ils augmentent les doses au fur et à mesure, hein, d'alcool qu'ils ingèrent tous les jours pour pouvoir, se stimuler et bon après c'est un film danois, hein, c'est tragicomique, hein, c'est drôle, mais à la fin tu as forcément, quelqu'un qui meurt et qui finit malheureux donc mais c'est un très bon film sur la boisson. Ouais, Ah. Ouais, la boisson, c'est vraiment, c'est vraiment une autre partie. C'est vrai qu'on n'en a pas trop discuté, mais
mais ça fait partie intégrante de beaucoup de choses aussi, de beaucoup de séries et de beaucoup de films, ouais. Pour la boisson, c'est assez drôle de voir que entre Friends, où ils boivent du café au café, et Oh, I Met Your Mother, on est passé du sans-alcool à de l'alcool. Tu vois, une manière Mm. de montrer que c'est beaucoup plus acceptable à l'écran. Sur les crânes de singes dans Indiana Jones, ça permet aussi d'attribuer à la nourriture une fonction effectivement négative, mais une fonction aussi de représentation d'une culture qui est complètement étrangère. C'est-à-dire que lorsque l'on met un crâne de singe dans Indiana Jones, c'est pour souligner complètement l'aspect sauvage, euh, plus qu'exotique, hein, l'aspect barbare en fait, au sens barbare comme donc quelqu'un qui n'est pas civilisé, des pratiques du temple dans lequel Indiana Jones tombe. Et du coup, ça nous fait encore une fois référence à la science-fiction, où on peut avoir de la bouffe qui paraît, je pense au Slurm dans Futurama, qui est en fait, c'est un liquide qui est produit par une énorme larve extraterrestre et qui est complètement dégueulasse. En fait, on fait le lien, quoi. Ça permet d'évoquer un ailleurs sur lequel on met toutes les représentations qu'on veut, mais en tout cas un ailleurs qui est détestable. Mm. Oui, parce que c'est vrai on a oublié de parler que dans toutes les représentations de bouffe qu'on a, c'est des on a un rapport avec la bouffe qui dépend aussi du toucher qu'on a avec cette bouffe. Quand tu la mets dans ta bouche, on a du frit, donc ça va être croquant, ça va être et le gluant, c'est quelque chose qui nous répugne nous dans notre culture, alors que en fait, ça peut faire partie intégrante de plats d'autres cultures et auxquels on n'est pas du tout habitué. Et effectivement, quand tu parles de cette truc gluant qui coule de la cervelle, nous, ça peut nous répugner, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui peut-être est alléchant, en fait, si tu viens d'une autre culture ou si c'est quelque chose que tu as l'habitude de voir, en fait. Ouais. Ça fait Oh, penser dans, excuse-moi, dans le film là, de Disney sur les sentiments. Je sais plus comment c'est en français. Ah, Inside Out. Inside Out. Je sais plus comment c'est en français. Le film où il y a toutes les émotions qui, Vice versa. vice versa. Merci. Où en fait, en France, donc je sais plus, je crois qu'en France, à un moment donné, la petite fille, enfin l'héroïne, se rappelle d'une scène, d'un moment donné où on essaie de lui faire manger des légumes quand elle est bébé. En France, c'est le brocoli. Au Japon, ils ont mis le poivron parce que c'est assez peu commun comme nourriture au Japon, visiblement. Mais du coup, dans tous les pays, ils ont changé juste l'aliment qu'ils essaient de faire manger à la petite fille. Et c'est effectivement un marqueur de différence Mm. culturelle assez important. Et c'est Mm. comme ça que naît Dégoût. Ah oui, Non, mais oui, mais et c'est vrai on a oublié de parler de Popeye et de ces fameux épinards qui à la base étaient quand même. Alors épinards en c'est peut-être conserve, simple. en plus, qui sont quand même dégueulasses. Ouais, mais c'était pour les faire manger en fait. Ils avaient créé tout un personnage pour que les enfants mangent plus de légumes. Ah bah tiens, En tout cas, c'est peut-être le tu cliché. Hein, je fais, vais pas revérifier mes sources, tu fais bien d'en parler parce que mais ouais. moi je voulais pas quitter l'épisode sans évoquer les personnages qui permettent de vendre la bouffe. Donc le personnage Haribo évidemment, mais aussi pour les bonbons, mais surtout les personnages de McDonald's avec Ronald McDonald et les personnages de Kellogg's. Et donc moi je me suis demandé si on pouvait pas parler d'un champ culturel propre lorsqu'on parle de ces personnages-là, parce que juste pour vous rappeler, il me semble que McDo a eu son propre jeu vidéo, que Oui, plusieurs même, je crois. voilà, que Pepsi également a eu son jeu vidéo, et Kellogg's, les personnages de Kellogg's ont eu leur propre jeu vidéo aussi. Et figurez-vous que il y a même des comics qui intègrent certains des personnages de Kellogg's. Alors celui qui est le plus représenté, c'est presque pas étonnant, c'est Tony le tigre, parce que il apparaît au moins, il y a un comics dans lequel il est un personnage principal. C'est un comics qui date de 90.
Et il est avec Spider-Man. Je sais pas ce qu'ils font, mais Après, c'était aussi un vrai truc de l'époque qui, je pense, s'est un peu perdu aujourd'hui. Mais il y avait ce truc de la mascotte qui représente ta marque, ouais. qui était très très présente. Alors ça s'est gardé un peu historiquement, notamment dans le monde des céréales, mais il y avait vraiment beaucoup plus cette image ancrée de la mascotte. Et à l'époque, on faisait un peu des jeux vidéo et où on faisait rapidement des comics et des BD rapidement pour pouvoir vendre en fait, pour installer la marque et pour pouvoir facilement toucher les familles et tout ça. Et donc du coup, ça faisait un argument de vente. Tu achetais ton pack de céréales, tu avais un jeu vidéo dedans, ton gamin était trop content. Les parents savaient que c'était OK parce que tu un jeu qui est vendu par ta marque de céréales, donc tu sais que c'est pas un jeu qui va être trop violent, trop sanguinaire, tout ça. Et c'était quelque chose qui se faisait beaucoup dans les années 80-90. Et au moment, justement, la nouvelle génération, au moment d'internet aussi, beaucoup, tout ça, c'est un petit peu, ça a un petit peu arrêté. Produire un jeu vidéo aujourd'hui coûte beaucoup plus cher que ça ne coûtait. En tout cas, ça demande beaucoup plus d'efforts, je pense, en termes d'industrie que ça ne pouvait en demander à l'époque. Hem et du coup, tout ça, un peu arrêté face à la quantité d'efforts que ça demandait, en fait. Bah, et puis c'est surtout que tu as d'autres supports maintenant. C'est ça. Tu fais ta campagne sur Instagram, c'est plus Bah, simple, hein. tu touches plus en faisant ça et tu payes, l'influenceur préféré des gamins et let's go, quoi. Ouais, c'est clair. Et c'est marrant, franchement, il faudra qu'on revoie depuis le début du podcast comment on parle et à quel point on a parlé de marque Ah mais quand on c'est veut fou, parler hein. de Ouais. nourriture dans la pop culture et à quel point, du coup, en fait, tu peux pas, enfin, tu allies forcément la pop culture avec ce côté consumérisme et ce côté que même la bouffe, qui est quand même quelque chose qui à la base est un moment de partage avec tous, des plats qui viennent de ta région, qui viennent de machin, enfin, quelque chose qui se prépare et qui se veut chaleureux. En fait, finalement, ça s'est complètement dénaturé et c'est devenu quelque chose qui est un produit marketing et en fait, depuis le début, on n'arrête pas d'en Ah mais parler ça, de ce c'est produit de la faute des marketing. années 80, Et ça. c'est mais Mais oui, mais putain bien d'années sûr, c'est 80! toujours la faute des années Bien 80, bah, Bah, sûr. bien sûr. en tout cas, ça fait pleinement partie de la pop culture, hein. Je veux dire, il y a des figurines Funko Pop de Kellogg's, hein. Donc si vous voulez Ouais, Smax bon bah nickel. ou Tony le tigre, ça existe. Et bah tu vois, ça me chauffe bien. C'est con, hein. Le jeu avec le tigre, tu parles? Comment ça, le Avec, jeu avec le tigre? non, De le quoi jeu tu avec parles? le tigre de Frosties. Non, c'était quoi? Ouais, Mmh. Ah ouais, c'est Tony. c'est Tony, ouais. Tony le tigre. Mais après cette personnalisation des ouais, cet anthropomorphisme, oui, c'est anthropomorphisme, c'était quand même souvent des animaux. Ça fait partie des moyens stratégiques pour appâter le client dans le marketing, de la nourriture. J'ai appris que c'était, un des moyens d'appâter les gens, c'était d'apporter un aspect humain ou mignon à, ton produit pour que ça donne envie. Ça fait partie, des moyens, que tu peux utiliser pour faire venir les gens à un produit parce que tu y retrouves un truc, un peu sympa, un peu mignon à travers l'image d'un animal, en dessin animé parce que ça rappelle aussi un peu la peluche, tout ça, gna gna gna. Donc c'est mignon, ça rappelle, Oui. encore une Mmh. fois l'enfance. Oui, l'idée c'est que la marque crée, te force même, à te faire ta propre Madeleine de Proust. Oui, je sais, il fallait que je drop Madeleine de Proust, Mmh. dans l'émission. C'est vrai que Mais c'est clairement ça, pour rester un peu dans le thème des céréales. Mais tous les magasins qui se sont ouverts, enfin pas les magasins, mais les restaurants à céréales qui se sont ouverts, on en a un à Rouen. Et Rouen a 5 ans de retard par rapport à ce qui se fait à Paris, qui a 5 ans de retard par rapport à ce qui se fait dans d'autres pays. Mais clairement, le fait qu'il y ait des restaurants, Des bars à céréales. des bars à céréales, c'est comme ça qu'on appelle ça. Il y en avait un qui devait ouvrir au Halles, je ne sais pas s'il est encore installé là-bas, mais c'est clairement qu'on s'adresse à des millennials, qu'on cherche à refaire vivre un sentiment, des réminiscences de nostalgie de l'enfance et qu'on veut leur inculquer dans la tête, eh regarde, en fait, Proust, il avait raison, et en fait, ton céréal, je suis tombé là-dedans, hein. Moi, j'ai cherché des Fruity Loops pendant des années pour retrouver le goût que ça avait, alors que j'ai pas dû en manger beaucoup quand j'étais gamin, et que en vrai, c'est beaucoup trop sucré et beaucoup trop dégueulasse, quoi.
Mais je connaissais pas ça, moi. Ton bar à céréales? Ouais. Ouais, mais c'est normal. Mais Mais après, enfin, c'est vrai que de toute façon, les céréales en général, ça a ce truc un peu infantilisant, un peu nostalgique et tout. Et d'ailleurs, Andorre l'a très bien compris. oui, Parce qu'Andorre s'en exactement. sert, fait des céréales Exactement. à la Star Wars, mais fait des céréales pour justement réillustrer que son personnage est un peu un loser qui revient chez maman et voilà, et du coup se Il sert de mange ça des pour céréales bleues. l'infantiliser énormément et il mange des céréales bleues parce que tu comprends, c'est les céréales de l'espace. Ouais, la fonction symbolique, en Mm. tout cas, des céréales ici, elle est très nette, hein. Ouais, ouais, Mais ouais, et ça va ouais. complètement dans ce truc-là de l'infantilisation, de la nostalgie, de l'espèce de Madeleine dans laquelle tu peux t'enfermer, voilà, dans ce confort-là. N'oublions pas quand même que derrière tout ça, il y a quand même des grosses industries agroalimentaires qui avaient besoin de faire, enfin, le lobby du lait qui voulait écouler ses stocks de lait dans les années 60, 70, 80, ce que vous voulez, hein, aux États-Unis. Le lobby de l'industrie du maïs, parce qu'en fait, on a mis du sucre de maïs qui coûtait que dalle à faire dans à peu près tout, jusque dans le ketchup, etc. Et puis n'oublions pas, pour terminer peut-être là-dessus, que ce maïs en question qui vient de cette grosse industrie agroalimentaire américaine, son produit phare, c'est le popcorn. Et on peut faire beaucoup de liens. Il n'y a pas seulement le pop du maïs qui pop dans le micro-ondes, mais il y a aussi le pop de Hop, Popu. toujours. Voilà. Mm. D'ailleurs, je crois que c'est le plat principal de pop culture, puisque tout le cinéma, tout tourne autour du popcorn. Et même avant, tu avais du popcorn au cirque, Oui. C'est dans les vrai. théâtres. Donc c'est vrai Ouais, que c'est et c'était un. toujours aussi On a relou oublié les d'en gens qui parler, mâchaient ça. le popcorn à côté de toi. Non. Ah, ça, c'est parce que t'es vieux et aigri, ça. Ah, ça doit être ça. Ben oui, ça doit être Eh oui. C'était ça. toi le vieux connard derrière nous quand on était voir son fils qui voulait pas que je mange du popcorn et qui s'est cassé l'autre bout de la pièce? Non, moi je te laisse manger ton popcorn, juste dépêche-toi parce qu'à un moment je voudrais regarder le film tranquille. Ah, t'as qu'à aller à Avatar 2, comme ça, Eh, t'as du temps. demain. Ah ouais. Alors, Ah, tu Ouais. vas passer. sur la question des dépenses en Mm. bouffe dans le cinéma, je tiens des chiffres d'un des managers de l'AMC Mall of America 14. Bon, c'est dans le bouquin de Frédéric Martel, Mainstream. 90% des recettes se font avant le début du film, 10% pendant le film. Et surtout, les utilisateurs dépensent beaucoup plus en bouffe lorsqu'ils vont voir un film d'action. Voilà. Ça a l'air de. Ils ont beaucoup plus besoin, je pense, de dépenses d'énergie, de dépenses caloriques pour un film d'action. Que pendant un film contemplatif. Ah bah c'est clair que dans un film devant un film de Terrence Malick, bon bah tu bouffes. Ouais, ouais. Ah, quand je regarde un film de Terrence Malick, je bouffe Bah, c'est beaucoup, parce ça que. m'occupe parce que franchement. Ouais. Bah, non, c'est parce qu'en fait, ils vendent pas de l'alcool. T'aurais de l'alcool, là, ça exploserait, hein. Peut-être. Alors, il y a un dernier truc que je voulais évoquer, c'est qu'on n'a pas forcément parlé, c'est les compétitions d'empiffrage aux États-Unis. Vous savez, les concours Oh Oui, de ça punaise, de oui, ce truc c'est existe. clairement, alors, ouais, c'est clairement une culture à part entière. Tu as entièrement raison. je vais juste vous parler et dans la musique, c'était le dernier truc que dont je voulais vous parler. Il y a donc, la Major League Eating, qui est le corps mondial qui supervise tous les concours professionnels de nourriture. Donc les concours de nourriture, c'est une tradition américaine qui est née avec le Nathan's Hot Dog Eating Contest. Donc le Nathan's, c'est un restaurant américain. C'est une compétition qui a commencé le 4 juillet, donc jour de fête nationale aux États-Unis. Alors soit en 1916, soit en 1974 selon la police. Elle a depuis été déclinée avec n'importe quelle nourriture. Donc pour vous donner quand même le contexte de comment est-ce qu'on valide un concours pareil, enfin de comment est-ce qu'on participe à un concours pareil. Pour valider la performance, il est interdit de vomir dans les 2 minutes qui suivent le coup de sifflet, donc le coup de sifflet final. Et pour faciliter l'ingestion, pardon, les candidats trempent le pain dans de l'eau, donc le hot dog, pour le ramollir. Ils en avalent des gros morceaux sans trop mâcher et ils font descendre le tout avec encore plus d'eau pour, pour pouvoir du coup faciliter le transit. Et ils se contorsionnent pour mieux, on va dire, j'imagine, mettre en place leur estomac pour mieux faire couler la nourriture. Et donc, ils s'astreignent quand même à certains régimes et certains entraînements cardiaques pour pouvoir, et des techniques respiratoires assez poussées pour pouvoir réussir ce challenge. Et donc, sur une compétition comme ça, ils peuvent boire entre 4 à 5 litres d'eau pour pouvoir étendre leur estomac. Et les gros mangeurs sont en fait considérés comme des vrais professionnels. Donc, le plus connu, c'est Joey Chestnut, c'est son vrai nom, Chestnut, qu'on surnomme The Jaws, donc les mâchoires, parce que c'est le plus gros mangeur de tous les temps. Dans ses records, on compte, rendez-vous,
tenez-vous bien, 30 sandwichs grecs, donc 30 kebabs en 10 minutes, Oh la vache. 6,5 kg de tarte au mur en 8 minutes, Oh là là. 6,8 litres de chili, alors je crois que c'est du chili con carne, en 6 minutes, 205 ailes de poulet en 12 minutes et 73 hot dogs et demi en 10 minutes. Le Ah. mec fait actuellement, il fait 1,80 m pour 100, je crois quasiment 110 kg. Bah, c'est étonnamment peu. Oui. Mais justement, c'est ce qu'il explique, c'est pas des gens qui sont en surpoids parce que justement, ils sont pas en surpoids parce qu'ils font des entraînements Ouais. particuliers pour pouvoir ingérer toute cette nourriture. Ouais. C'est un sport, c'est vraiment un sport Tu à part m'empêcheras pas de entière. trouver ça quand même assez indigent quand tu vois la quantité de malnutrition qu'il y a dans le monde, mais C'est indécent. indécent, pardon. Mais ouais, effectivement, ça existe. Et je voulais vous parler aussi d'un autre truc, c'était Lady Gaga. Alors la bouffe dans la musique. D'abord Lady Gaga, je sais pas si vous vous rappelez de sa fameuse robe de viande de bœuf cru en 2010, à l'occasion des Non. MTV Music Awards. Ah oui, oui, effectivement, tu as raison. Où donc la robe avait été designée par Frank Fernandez et donc créée par Nicola Formichetti. Donc c'est une tenue qui a été condamnée par diverses associations de protection d'animaux, on comprend pourquoi, alors que le Time a quand même déclaré Top Fashion Statement of 2010. Donc un fashion statement, c'est alors littéralement une déclaration de mode, donc comme l'épitome de la mode en 2010. C'est quand même dire à quel point la bouffe, je crois que maintenant ça passerait encore moins. Ah, si tu veux parler de la bouffe, dans la musique, il y a énormément plein de chansons dédiées à de la bouffe en général, etc. Mais je t'ai tombé sur un truc très drôle sur Twitter il y a quelques semaines d'une personne qui avait fait une playlist où les chansons correspondent à lui qui passe une commande au McDonald's. Ah, tu veux dire que chaque titre, c'est Chaque le nom titre, ouais, c'est finalement? ça. Donc, Ah genre, il a la première chanson, c'est Hello, Good Morning. Et après, c'est May I Have. Il y a une autre chanson qui est Big Mac. Et ensuite. Enfin, et je trouvais ça juste très drôle. Et alors, je vais finir mes anecdotes musicales avec est-ce que vous savez qui est Henry Cording? Ouais. Oui, mais peut-être tu le sais parce que je te l'ai dit. Moi, je sais pas. Non. Bon. Non, tu me l'as pas dit. Ah pardon, C'est à excuse-moi. mon avis. Excuse-moi, je croyais que Non, c'était Chat non. qui avait répondu. C'est qui alors? Mais bah, c'est le premier nom d'Henri Salvador. Alors, c'est pas son premier nom, son pseudo que lui a donné Boris Vian et avec qui il a composé des chansons. Donc, il a créé son pseudo, Henry Cording, où il parodie des chansons de rock and roll plutôt. Donc, ça date de 1956 et donc dans sa chanson Rock and Roll Mops, où l'auteur décrit après son coït fortement sportif, qu'il a tellement la dalle qu'il commande donc des rock and roll bops, on ne saura jamais ce que c'est, avec moult autres victuailles incongrues telles que des escalopes de kangourou, du sauciflard, du sapazou, du foie de lion salsifis. Enfin voilà, c'était voilà, c'était l'anecdote radiophonique, enfin pardon, musicale de, de mon épisode. Sinon, je peux vous mettre aussi les sardines en tête de Patrick Non. Sébastien. Non, Ah, bah non, voilà, vraiment pas. super. Très bonne fin d'épisode pour ça. Bon, je pense qu'on commence à avoir pas mal fait le tour. Il y a évidemment plein d'autres œuvres et tout, machin, où la nourriture est utilisée de manière, de plein d'autres façons, j'imagine. Je pense qu'on en zappe un peu, mais on a dû faire déjà un bon tour du sujet. Ouais. Je sais pas si l'un de vous souhaite un peu conclure sur le sujet avant qu'on dise au revoir à nos auditeurs. Bah, on peut conclure sur le fait que, comme tous, nous, on va manger. Alors, je sais pas si vous avez déjà mangé, mais nous, on va manger comme Astérix qui finit sur un banquet ou comme Vin Diesel fait son barbecue à la fin des sempiternels Fast and Furious. Et bah, nous, on va manger. Tu vas manger, je crois. Oui. On va tous manger. Oui. Un épisode sur la bouffe. Par contre, Voilà, quoi. on fera pas un épisode sur la vaisselle comme font les nains dans le Hobbit. Pourtant, c'est incroyable. Et bah écoutez, du coup, merci de nous avoir écoutés. Merci pour cet épisode Atreide, Kacha et Ordos. Mais merci à toi. Et on vous dit à la prochaine et mangez bien. Mangez 5 fruits et légumes par jour. Et les produits laitiers sont nos amis pour la vie. N'oubliez pas. Oui, et l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Exactement. Des bisous. Ciao tout le monde. Bisous. Bisous, salut.